Alors, on fait dodo, hein? On va se coucher? Eh ben non, on va pas se coucher. Merci Thibaut Yolo pour l'abonnement offert à Hugo Guimet, le fossoyeur de nos nuits, le fossoyeur de sommeil. Avant de commencer ce live, j'aimerais m'excuser auprès de mon associé Mathieu, à qui j'avais dit que je me coucherais tôt ce soir. Et puis bah voilà. Voilà, donc demain j'aurai des cernes en réunion. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bonjour, j'espère que vous allez bien dormir, c'est surfait, c'est vrai que c'est très surfait de toute façon. J'espère que vous allez bien, c'était pas prévu du tout. Pour une fois qu'on fait une vraie nocturne, d'habitude on fait des nocturnes à 22h. On fait des vraies nocturnes d'adolescents au chômage là. On fait des nocturnes il est quelle heure là? Il est à minuit 37. Pourquoi on fait une nocturne? Parce que Hugo Guillemet il s'est dit, tiens, si je balançais une bombe à minuit 20. Bombe Mercato qui vient de tomber, on va voir ça ensemble. De toute façon, on va faire une petite séquence YouTube, hein, quitte à saccager la nuit, autant rentabiliser, les amis. L'arrivée de Gift Orban à Lyon, attaquant nigérian de 21 ans, évoluant à la Gantoise, présenté comme un énorme crack, qui est un peu moyen sur ce début de saison, pour une quinzaine de millions d'euros, 13 millions d'euros, probablement avec des bonus, on verra plus tard, hein, il y aura un pourcentage à la revente, on imagine. Donc on a deux infos Mercato quand même, hein. Ils sont tombés en cette journée. Le départ de Mamadou Sarr devrait aller du côté de Molenbeek. Et l'arrivée de Guy Storban, du coup. Un vrai cadeau. Ah bah ça, sur le papier, c'est un cadeau. Alors après, on va voir. On a juste le montant brut. Il y aura probablement un pourcentage à la revente, peut-être des bonus, on verra. Mais en tout cas, effectivement, c'est une sacrée nouvelle, un sacré recrutement, parce que du coup, ça fait quand même 3 recrues côté OL, 3 grosses recrues, qui sont Malik Fofana, Ernest Nuama et Gift Orban. C'est vraiment une partie FM, le truc, hein. 3 attaquants très jeunes, très fort potentiel, à des montants qui sont quand même assez élevés. On verra si ça paye. On peut difficilement penser que c'est une mauvaise nouvelle, hein, de toute façon. C'est assez prometteur de voir que ça y est, l'OL a enfin son œuf pour prendre la suite de la Casette, mettre peut-être la pression, peut-être évoluer à dos devant, qui sait, on verra. Donc, cadeau et gift, oui, je l'ai, bravo, excellent. Excellent, 8 sur 10, bravo, elle était vraiment difficile à trouver celle-là. Merci pour le pélo qui m'a donné un badge. C'est quelqu'un qui a payé 4 balles pour que tu n'aies pas des pubs. Genre là, par exemple, si je choisis de mettre 3 minutes de pub, tu ne les auras pas. C'est pas un cadeau ce match. Nash, je te connais Nash. Un message comme ça à minuit 39, tu es arraché. J'ai suffisamment pratiqué le Nash pour le savoir. Doublure de zinzin. On savait, hein, de toute façon, mais on en parlera tout à l'heure quand on fera un petit point YouTube. On savait que l'OL, c'est Hugo d'ailleurs qui nous avait dit ça lors du podcast à la Zub, que je vous invite à retrouver en replay sur la chaîne de Zach, la chaîne Zach Nani Prod, hein, pas Zach tout court. Hugo qui nous disait l'OL cherche 2 ailiers, un 9, un 6, un 8. Les 2 ailiers, on en a un, c'est Malik Fofana. Le deuxième, on nous explique que c'est toujours Dan Yuma ou Benrahma, mais les dossiers sont compliqués. On va regarder tout à l'heure sur l'article de l'équipe sur le web. Et donc un 9 qui avait pour vocation à prendre la suite de la Casette à terme. Ben voilà, on l'a, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Il va falloir l'avoir. Oui, alors Matic, pour l'instant, n'a pas d'infos. Pas encore mort, de ce qu'on me dit, c'est pas encore mort Matic, mais je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Mohamed Toubachter, donc attention à prendre avec des pincettes, qui nous disait que Matic ne voulait que Lyon. Donc on peut quand même imaginer que ça pourrait se décanter à un moment donné avec Matic, puisque le joueur veut venir, Rennes casse les couilles, c'est normal, il y a un match contre Rennes qui devrait pas tarder à arriver, on peut imaginer que ça peut se décanter en fin de mercato. Alors pour l'instant c'est du doigt mouillé, hein. Moi j'ai aucune info là-dessus, voilà. Ils vont laisser traîner en espérant pouvoir l'envoyer ailleurs pour faire chier l'OL, en espérant aussi pouvoir le garder pour pas qu'il joue contre Rennes. J'imagine que ça traîne pour des raisons à peu près similaires à ça. Moi, je suis relativement confiant sur le fait que ça se fasse, Matic, mais je n'ai absolument aucune info. C'est du doigt mouillé, encore une fois. Voilà, on va faire un petit point sur qui est Gift Orban, sur des petites stats, sur d'où vient-il, que fait-il, quel a été son parcours scolaire. Et ensuite, on parlera peut-être de Mamadou Sarr, du timing du départ de Mamadou Sarr, des dossiers d'Anyuma et Benrahma, puisqu'il y a quelques petites infos qui nous disent que c'est toujours d'actualité, c'est pas encore mort. Voilà, on va faire un petit tour là-dessus. On fera une petite séquence YouTube pour que la vidéo soit prête demain matin et puis qu'on aille graille comme des salles sur l'info mercato de Hugo qui nous fait manger. Voilà, bienvenue. Il a parlé d'Orban, pas encore. Non. Envie d'insulter Hugo, les gens veulent dormir. Mais ouais, mais bon, après, il peut pas le donner avant parce que c'est dans le journal papier.
Voilà, c'est le jeu. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on préfère quand ça tombe à 22h45, en semaine en tout cas. Voilà, merci MXAM. Non, mais le début, ça fait 15 minutes que ça a commencé, il y a 10 minutes de waiting, t'as rien raté. Gift Orban est un footballeur qui joue au poste d'attaquant pour le club belge de l'Olympique Lyonnais. Tout à fait, c'est exactement ça, Kenny. Rediff YouTube, oui. Après, il va pas être hyper long ce live, hein. Il est 12h42. Demain, j'ai une réunion à 10h, donc on va pas terminer à 2h30. Hein. Enfin, ça, c'est ce que dirait quelqu'un qui va terminer à 2h30, mais. Bref. Alors, tiens, je vais je vais éternuer, évidemment, comme d'habitude. Petite info qui nous vient d'Yanis, qui nous explique pourquoi le début de saison est compliqué pour Gift Orban. En 2 secondes, comme d'habitude, je vais me moucher. Hop là. Lâcher de l'oseille à Charlie à 1h, je lâche une info sur sa chaîne. C'est de la corruption, ça. C'est de la corruption. Ça a été épinglé. Hein. Ça a été épinglé. Attention, Hugo. Les Français veulent savoir maintenant. Ok, bon, du coup, j'ai bien mis tous mes petits trucs de côté pour vous faire un petit récap. On fera le récap YouTube juste après, là. On le fera à 1h du matin. Voilà, comme ça, vous serez tous bien là. Hugo, il a été... Enfin, ce que je voudrais dire, voilà, ce que je voulais dire un truc, ça fait quand même la deuxième, même troisième concrétisation côté lyonnais, où ça sort le jour même. Hein. Donc, faut quand même... on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Faut quand même saluer le fait que ça bosse en paix à l'OL, que les pistes ne sortent pas partout dans les médias dès qu'elles sont évoquées. Il y a moins de rumeurs, peut-être moins de jeux d'agents. Disons que peut-être que la cellule de recrutement en place actuellement a moins besoin de savoir qu'on bosse que la précédente. Donc moi je trouve ça assez cool de voir que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Les infos sortent très très tard, au moment où ils sont officialisés. Alors Matic c'est différent parce que Matic c'est un peu sorti dans la presse côté breton. Mais en tout cas pour les pistes Malik Fofana et Gift Orban, c'est vraiment sorti du jour au lendemain sans que rien ne filtre auparavant. Même Kadewere. Voilà. Limite ça sort tôt, ça sent mauvais maintenant. C'est un peu ça, ouais. Merci Serpeval pour l'abonnement. C'est plutôt cool de voir que ça bosse en paix sans qu'il y ait des tergiversations comme il y avait pu en avoir. Rappelez-vous sur les fameux feuilletons Azmoun, le feuilleton Onana, Malassia, même tous ces trucs-là qui ont traîné de façon totalement infernale pendant un temps fou. Là, ça bosse quand même correctement, dans l'ombre, et ça officialise bien. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. C'est la douane volante belge qui sprint les infos, exactement. Ça fait plaisir ce live. Bah ouais, c'est bien. Pas prévu. J'avais prévu de liver demain soir, je vais pas vous mentir. J'ai prévu de faire un live demain soir, mais je me suis dit voilà, on va battre le fer tant qu'il est chaud, on va parler de Gift Orban tant qu'on a l'info là, c'est tout chaud, c'est tout frais, je n'ai pas forcément envie de dormir non plus. Voilà. Alors maintenant oui, c'est vrai, moi quand Hugo a tweeté vous êtes là pour l'interrogation, je pensais que ça allait être encore une saucisse. Je pensais qu'il allait nous mettre une story Instagram de lui qui joue au foot, hein, comme d'habitude. On a dépassé les 18 000 followers. Ben merci. C'est la fin de Danjuma sur Orban. Non. On fera le point après, mais grosso modo, l'OL vise 5 joueurs sur ce mercato. Alors ça veut pas dire qu'il y en aura 5. Mais on nous a expliqué, enfin Hugo nous a expliqué, pour être plus clair, que l'OL voulait un 6. Ce 6, ce serait théoriquement Matic. L'OL cherche un 8. Il n'y a pas de pistes qui ont fuité pour l'instant sur le 8. L'OL cherche 2 ailiers. On a déjà Malik Fofana et on sait que l'OL cherche un ailier confirmé pour le mettre à côté. Et on savait que l'OL cherchait un 9 pour potentiellement prendre la suite de la casette derrière. Donc Gift Orban vient cocher cette case de numéro 9, mais ne vient pas cocher la case de l'ailier confirmé qui reste toujours en suspens et qui, pour l'instant, s'oriente toujours sur les pistes d'Anyuma et Benrama, mais vu comme ça fonctionne côté OL, on n'est pas à l'abri que demain, Hugo nous annonce un ailier qu'on n'aurait pas vu venir et qui signerait sans prévenir le soir même. Voilà. Sage a dit qu'ils intégreraient des jeunes aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont prêts côté lyonnais sur le secteur offensif et même au niveau du milieu de terrain, à moins que Momo et Larouche ressortent du bois, mais c'est pas vraiment le profil dont l'OL a besoin défensivement. Momo et Larouche qui est toujours blessé, dont on n'a pas trop de nouvelles pour le moment, mais dont on sait, et c'est encore une fois Hugo qui nous l'a dit lors du podcast à la ZOM, que Mohamed El Larouche était apprécié par Pierre Sage. Donc si Mohamed El Larouche revient à un niveau athlétique suffisant, nul doute qu'il aura sa chance. Maintenant, il y a toujours ce problème d'embouteillage au milieu de terrain, où vous avez un demi-milliard de joueurs vraiment pas terribles, dont il va peut-être falloir faire quelque chose un jour. Donc voilà. Momo El Larouche, ça n'a pas été des bugs, il n'existe pas ce mec. Si, il existe bien, et moi j'ose espérer qu'il arrivera à se remettre d'aplomb
parce que je pense que c'est un profil hyper intéressant pour cet Olympique lyonnais-là, qui manque cruellement d'un milieu capable de casser des trucs, quoi. Voilà, Yuksek, c'est une vraie info. Alors, j'ai pas suivi l'info Yuksek. Perret, c'est un peu tôt. Après, oui, il y a un potentiel. Molébé aussi, il y a un potentiel. C'est tôt pour ces joueurs-là. C'est un peu tôt. Peut-être qu'on en verra à Bergerac, même si je pense pas, parce que c'est trop important la Coupe de France pour l'OL cette année. C'est peut-être le seul espoir de salut, la Coupe de France, donc je pense pas qu'on jouera au con à Bergerac. Mais oui, ce serait pas plus mal de mettre un ou deux éléments jeunes, peut-être, pour aller jouer à Bergerac. Voilà. Ça, je pense que niveau maintien Ligue 1, dommage. C'est un peu dommage, mais on va en parler après. C'est un peu dommage parce que le timing est un peu... Alors, en vrai, ça va, parce qu'il y a quand même Adrielson, il y a Mata qui peut jouer dans l'axe, il y a Diomandé qui est toujours là, et il y a Lovren qui est opérationnel. Il est encore suspendu, non, contre Bergerac? Non, il est plus suspendu. Donc, ça ira normalement contre Bergerac, mais il ne sera pas suspendu pour le prochain match, ça c'est une certitude. Il n'aurait pas joué contre Rennes, ça. Non, il n'aurait pas joué contre Rennes, mais disons que ça aurait été pas mal de l'avoir contre Bergerac quand même. Ça aurait pu être intéressant. Maintenant, c'est une bonne nouvelle que Mamadou Sarr s'en aille s'aguerrir dans un championnat un peu plus élevé que la réserve. Et je pense que c'est un joueur qui a un bon potentiel et ce sera intéressant de le voir à Molenbeek. Pour le coup, c'est le côté peut-être un peu positif de la multipropriété, c'est que ça fait du bien à Molenbeek et ça fera du bien aux joueurs et ça n'handicape pas plus que ça l'Olympique lyonnais. Peut-être que ça augure un recrutement en défense centrale. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. On a vu le nom de David Carmo qui traînait. On ne sait pas trop ce que ça vaut. David Carmo, le problème de David Carmo, c'est que c'est un joueur qui a la tête complètement au fond du trou, qui avait été recruté très cher par Porto et qui depuis est complètement catastrophique. Il est parti en équipe B. On m'a montré le dernier match de David Carmo contre Passos Ferreira. C'est une calamité absolue. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est peut-être un joueur qui a besoin d'un autre contexte. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Donc on verra. Ah, Carmo, c'est l'Olympiakos. Bon, comme ça, c'est réglé. Problème réglé. Peut-être qu'il y aura une recrue en défense centrale et j'ai du mal à y croire. Hein. Moi, j'ai du mal à y croire parce que Pierre Sage est repassé à 4 derrière. Aujourd'hui, dans l'axe de la défense lyonnaise, vous avez Lovren, Douyekel Tatsar, O'Brien et Adrielson. Donc vous avez 4 joueurs potentiellement titulaires pour 2 ou 3 postes. Ça devrait suffire, sachant que Diomandé est toujours là et n'a pas d'offre. Normalement, ça passe. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de recrues derrière. Et je vois pas trop comment l'OL pourrait hautement se renforcer avec le budget qui lui est proposé. Parce que là, si on fait les comptes, vous avez Malik Fofana qui vient pour 15, vous avez Orban pour 13. Il va pas rester grand-chose à dépenser dans l'enveloppe des 45 que nous avait donné la DNCG. Là, il reste quasiment plus rien. Donc, ce sera probablement après. Hein. On peut avoir une pensée pour Orban qui passe du LOSC à la meuf qui reste en soirée pas très attirante. Bon, en vrai, oui, mais bon. L'avantage de Lyon, c'est que ça reste une bonne vitrine. Donc voilà. Hugo qui lui réclame qu'on lui offre un sub sur le live de Zach. L'enfoiré. On a 65 millions. Non, on n'a pas 65 millions. On a 45 millions. C'est ce qui a été annoncé. 45 millions plus les ventes. Pour l'instant, il n'y a pas de vente. Kadewere, ça compte pas, c'est juste de la masse salariale qui a été libérée. Diomandé, il est sur le départ, mais pas grand monde, pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Et Ryan Cherki, il est sur le marché, mais personne n'en veut. Donc, il reste une quinzaine de millions, en gros. Je ne sais pas vraiment compter, donc c'est pas vraiment grave. 13, 15, plus 7, ça fait 35, donc il reste une dizaine de millions à dépenser. Donc, on peut imaginer que cette dizaine de millions, elle irait sur... elle est liée, mais je sais pas trop si on peut faire d'Anyuma pour 10 millions, hein. Compliqué, donc à voir. Le milieu, bon, c'est pas le problème. Milieu, on sait que Matic, ça coûterait quasiment rien. Maintenant, il faut vendre quelque chose. Cherki, 20 millions, ça arrive. Mais qui va vouloir de Cherki ? C'est toujours le même problème avec Cherki. Cherki, son salaire est extrêmement élevé, son statut est pas élevé, et sa polyvalence est un vrai frein pour trouver sa place dans une équipe. Cherki n'est pas performant en ailier, il n'est pas numéro 9, il n'est pas milieu, il est numéro 10, et des équipes qui jouent avec un vrai numéro 10, il n'y en a pas 1000 en Europe. Et des équipes qui seraient prêtes à donner un salaire comme ça à Cherki, parce qu'il ne sera jamais titu nulle part en Europe dans les clubs qu'il désire, il n'y en a pas. Donc moi j'ai du mal à voir Cherki partir, j'ai beaucoup de mal à voir Cherki partir. Son agent c'est la mère de Mbappé, elle ne veut pas la ramener là-bas. Si c'est la mère de Mbappé, j'ai plutôt tendance à penser que la mère de Mbappé ou son écurie aurait tendance à lui dire « Bon, tu sais quoi, Ryan, attends 1 an et demi, puis après tu partiras libre, t'auras 22 ans, les gens ils seront encore intéressés par toi. » Offre de 23 millions de Fulham. Mais il voudra pas aller à Fulham. Il voudra pas. Ça l'intéresse pas, Fulham, Cherki. Cherki, il va vouloir un club un peu huppé.
l'intéresse pas à Fulham. Il est saoulé qu'il aille foot à Fulham. Il préférera partir libre et aller dans une écurie plus intéressante. C'est pas lui qui décide. Bien sûr que si, que c'est lui qui décide. Dans le foot, le joueur, il a pas envie d'aller dans un club, il va pas dans un club. Voilà, vous pouvez le menacer autant qu'il veut, s'il a envie d'honorer son contrat, il honore son contrat. Donc bien sûr que si. On n'est pas en NBA où les mecs se font trimballer à droite à gauche sans qu'ils aient leur mot à dire. Après, bien évidemment, tu peux dire, Cherki, si tu vas pas à Fulham, on te fout en réserve. Mais ça n'existera pas, ça n'a jamais existé à l'Olympique Lyonnais. Jamais l'OL a mis des mecs qui allaient au bout de leur contrat ou qui refusaient des offres en réserve. Même Gomis, ils l'ont pas fait. Même Toko Ekambi, ils l'ont pas fait. Donc j'ai du mal à voir Cherki partir cet hiver. Ce serait une très bonne chose pour tout le monde, honnêtement, je pense, parce que c'est un gros salaire, c'est une valeur marchande intéressante, et c'est un joueur qui a du mal à s'intégrer dans les plans tactiques de l'équipe. Donc si Ryan Cherki pouvait partir pour 15 millions, libérer du salaire et ouvrir la porte à une recrue pour le remplacer à ce poste-là, ou alors peut-être libérer une place pour, qui sait, peut-être Mohamed El Arouche à un moment donné, peut-être, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à imaginer quel serait le club qui irait cocher les cases de donner du temps de jeu à Cherki, jouer dans un système qui permet de faire jouer Cherki, et avec un salaire comme tel, plus une indemnité de transfert. Aujourd'hui, ça me paraît totalement impossible. Alors ça peut changer, ça se trouve demain, on apprendra que Cherki va partir à Al Ittihad ou à Al-Ittifaq, hein, j'y crois pas du tout. Ou alors que le Barça a pété un plomb et qu'ils veulent absolument le recruter, j'y crois zéro. Je vois vraiment pas le club aujourd'hui, je vois pas le club. Donc, terrible Cherki, il y a un an sous blanc, on y croyait tous. Alors, faut calmer, on y croyait tous, c'était quand même très très irrégulier, ça statait relativement peu. On les connaît, les limites de Cherki, on en a déjà parlé. Le seul espoir pour moi, pour Cherki, c'est qu'il fasse une super deuxième partie de saison et qu'il parte cet été parce que sa cote est au plus haut et qu'il ne parte pas libre parce qu'il n'a pas envie de partir libre de son club formateur. Bon, pour moi, on est quand même dans une situation où j'ai plus tendance à penser que la deuxième partie de saison de Cherki sera plutôt moyenne et que cet été, il n'y aura pas foule de prétendants et qu'ils se disent je vais faire comme Oussem Aouar, je vais aller au bout de mon contrat et sur un malentendu, je trouverai un club relativement sympa dans lequel aller être une opportunité de marché et me faire ma place à la régulière, quoi. Je pense que ça va se terminer comme ça et j'adorerais avoir tort. Voilà. Double win pour Textor, il renforce Molenbeek et dépouille les concurrents. J'avoue. Après, Molenbeek est pas vraiment en concurrence avec la Gantoise, hein. On est sur des clubs de standing différents là-dessus. Cherki aller en PL, c'est quand même drôle à voir. J'ai du mal à imaginer Cherki en première ligue quand on connaît les défauts de Cherki. Après, peut se transformer, hein. On sait pas, peut-être que Cherki dans un autre contexte, avec un autre environnement autour de lui, des autres process, etc. Ça se trouve, il devient monstrueux physiquement, il se transforme en Leon Goretzka et tout va mieux. C'est vrai que le Cherki actuel me semble pas être un joueur extrêmement adapté à la première ligue. Mais bon, on sait pas après, hein, tout peut changer. Cherki, c'est un joueur, voilà, effectivement, vous parlez d'orgueil, vous parlez peut-être de prétention. Peut-être que si vous le mettez dans un contexte où il est plus le petit crack tant attendu, ça peut devenir un joueur absolument monstrueux. Moi, je n'enterre pas Cherki. Mais aujourd'hui, son trajet de carrière, on sait pas trop où il va l'emmener et ça va se jouer cet été, globalement. Voilà, il est adapté à la Jupiler League actuellement. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur parce que c'est pas vrai. Il a plein de défauts, mais il est pas nul à chier non plus. Il a plein de défauts. Et son statut n'est pas honoré par ses performances, mais c'est loin d'être le plus catastrophique sur le terrain, même s'il est agaçant, même s'il râle, même s'il est chiant. Quand même, doser un petit peu. C'est pas Diego Moreira non plus. Voilà. Cherki est pas si nul que ça. Non, il est pas si nul que ça, mais il est pas au niveau auquel il devrait être. Faut doser. Il y a plein de défauts, mais voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. On va faire la petite séquence YouTube, si vous le voulez bien. Comme ça, ce sera fait. Est-ce que vous êtes prêts, là? On va parler d'Orban, là, maintenant. Là. Alors, attendez, je vérifie juste parce que j'ai merdé mon upload la dernière fois. Alors, Spotify, non, c'est bon, Spotify. Alors, petite séquence YouTube. Allez, c'est parti. Vous avez vu, en plus, je me suis changé, j'ai mis le maillot exprès, là. C'est pas mal, non? Fait les choses propres, hein. Il est 1h du matin. Alors, attendez, je mets mes trucs dans l'ordre. Alors, hop, voilà, les petites stats. Hop, Gift Orban. Alors, données de performance complète, comme ça c'est prêt et je l'ai sous la main. Non, c'est pas bon, ça, c'est pas ça que je veux. Performance. Données de performance par club, non, c'est pas ça. Données de performance. Alors, voilà, performance par compétition. Putain, mais on peut pas avoir les performances par année avec Transfer Market, là? Relou quand même. Chiant ce truc-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, alors. Donnez-moi 2 secondes. Ouais, il est très beau ce maillot. Il est très très beau ce maillot. Je crois qu'il est encore dispo hein, sur la boutique du club.
À chaque fois que je fais la pub pour la boutique du club, j'ai un mec de la boutique du club sur Instagram qui me dit merci, c'est super gentil. Alors, Gift Orban, voilà, j'ai les stats des différentes saisons, on va pouvoir s'y mettre. Oh là là, c'est un enfer. Pourquoi uBlock? Voilà, hop. Il y a trop de pubs sur le site de l'équipe. Ok, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On m'entend bien? Le son est bon? On est bien? Hello YouTube! Live nocturne, normalement cette vidéo vous arrivera le matin. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On avait fait un point mercato il y a une semaine, il se passe encore des choses à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il est, à l'heure où je vous parle, minuit 57. Ça fait une demi-heure que notre ami Hugo Guimet a balancé la bombe du jour, la bombe mercato du jour, puisque l'Olympique Lyonnais va recruter Gift Orban, l'attaquant nigérien de la Gantoise. Une info qui tombe un petit peu de nulle part, hein. Encore une fois, une piste que l'Olympique Lyonnais n'a pas du tout fait fuiter avant de le signer, un peu comme Malik Fofana dont on a appris l'arrivée la veille. On va discuter ensemble de qui est Gift Orban, d'où sort-il, quelles sont ses performances, pourquoi atterrit-il à l'Olympique Lyonnais, pour combien, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur, à quoi est-ce qu'il correspond dans la logique de recrutement de l'Olympique Lyonnais, et surtout qu'est-ce que ça implique pour la suite. Parce que comme vous le savez, la DNCG a autorisé l'Olympique Lyonnais à recruter à hauteur de 50 millions et on n'arrive pas trop loin du plafond. Donc voilà, on est sur un mercato qui a déjà vu quelques départs, quelques arrivées. Lucas Perry, Adrielson, Malik Fofana, Gift Orban, les cases commencent à être cochées les unes après les autres, alors que du côté des départs, pour l'instant, Tino Kadewere et Jeffinho ont fait le chemin inverse. On attend toujours du côté de l'Olympique Lyonnais un 6, qui était annoncé comme étant Matic, mais vous savez, on en a parlé la dernière fois, si je vous invite à regarder la vidéo qui doit être là, ici, là, normalement, de Nemanja Matic, ça bloque du côté de Rennes, qui ne veut pas le lâcher, alors que Nemanja Matic veut absolument venir à Lyon. Mais on va se concentrer sur le présent, puisqu'on est donc en présence d'une belle recrue, d'un sacré coup réalisé par l'Olympique Lyonnais, puisque Gift Orban est un joueur à très fort potentiel. C'est une nouvelle arrivée de joueurs à fort potentiel. Ça commence à se concrétiser de ce côté-là. Qu'est-ce que nous dit l'équipe? Gift Orban arrive à l'OL, environ 13 millions d'euros. Alors attention, c'est le montant brut. On peut assez facilement imaginer que ce sera assorti de clauses de pourcentage à la revente, peut-être des bonus, on verra. En tout cas, c'est un prix qui est très peu cher payé pour un attaquant aussi jeune et aussi prometteur, puisque Gift Orban, c'était un sacré paquet de buts la saison dernière. Je crois qu'il avait marqué 15 buts en 16 matchs, quelque chose comme ça. La première partie de saison de Gift Orban est un petit peu moins étincelante. Il a marqué que 3 buts cette saison, mais il souffre d'une grosse concurrence. On en parlera après. Voilà, je vais vous dérouler vite fait ce qui est dit, c'est très rapide. Accord avec la Gantoise pour un transfert de 13 millions. Il signe dans les prochains jours un contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en 2028, donc c'est un investissement sur l'avenir. On parlera plus tard de Danyuma et Benrahma, parce que vous m'avez posé la question dans le chat avant qu'on lance la vidéo YouTube, qui est: est-ce que ça remet en question ces deux pistes-là? Oui et non, dans le sens où on sait que l'Olympique Lyonnais voulait faire un 6, un 8, 2 ailiers et un 9. Le 6, c'est toujours en cours. Le 8, on n'a pas trop de pistes qui sont sorties. L'ailier, on sait que Malik Fofana est arrivé pour cocher une des cases des ailiers. Reste donc le 9 qui doit prendre la suite de la casette, c'est Gift Orban. Il nous reste donc un ailier, et cet ailier confirmé, on nous parle de Danyuma et de Benrahma, qui sont des pistes qui sont un petit peu en train de s'enliser. Les dossiers sont compliqués, c'est ce qu'on nous dit. Ça tarde à avancer, surtout c'est cher, le salaire est cher, on ne sait pas exactement la forme que ça pourrait avoir. Danyuma, ce serait pratique parce que ce serait une reprise de prêt, mais ça ne remet pas en question l'arrivée d'un deuxième ailier, puisque l'OL reste démuni dans ce secteur offensif-là. On va s'attarder sur Gift Orban. Gift Orban, 21 ans, originaire du Nigeria, qui a fait un petit tour par la Norvège avant d'aller s'installer du côté de la Gantoise, valeur marchande estimée à 15 millions d'euros, donc vous voyez que le prix de 13 millions, c'est assez offert. Pourquoi ça? Eh ben, on va regarder. Voilà les stats: 16 buts en 22 matchs à Stabæk, 15 buts en 16 matchs à la Gantoise, et on voit un début de saison un petit peu moyennasse cette saison pour Victor Orban. Non, Victor Orban, c'est un mec qui joue très à droite. Pour Gift Orban, pardon. On va se pencher dessus du côté de ce que nous disait Datascout. C'était à l'été dernier, Datascout qui nous disait réalisation une saison supersonique avec la Gantoise, 20 buts en 22 matchs avec les Buffaloes. Statistique qui attire l'œil de certains Européens. Alors regardez un petit peu. Finition au-dessus de la moyenne, buteur capable d'aider dans la construction du jeu, progresser dans le duel en 1 contre 1. À l'époque, il était soufflé du côté de Lens. Datascout qui nous en reparle aujourd'hui en disant voilà, le pack Fofana plus Orban. On entend beaucoup parler d'Orban depuis plusieurs mois, donc le profil ne vous est pas totalement inconnu. Buteur qui a explosé sur le tard en Norvège, récidive à Ghent.
un peu de mal à digérer sa deuxième saison en Belgique, mais c'est normal. C'est un joueur de 21 ans, c'est un joueur qui est très jeune. Voilà, 15 millions, c'est une très très bonne pioche. Les avis sont assez unanimes sur Gift Orban quand même, de nous dire que c'est quand même une bonne pioche. On verra quelles sont les conditions de ce transfert, parce qu'effectivement, si c'est 13 millions, plus 10 de bonus, plus 35% à la revente, ce sera peut-être pas un si bon prix. Mais, toujours est-il que voilà, c'est une vraie pépite pour le coup, comme Malik Fofana. Reste à voir comment ils réussiront à s'intégrer dans le collectif de l'Olympique Lyonnais, s'il en existe un. On a Yanis qui nous disait qu'il était allé prendre renseignement auprès de Swan Borsellino, qui est aussi un spécialiste du championnat belge. Saison plus difficile à Gantoise car 2 attaquants très bons dans Kuipers, concurrence dure et hors bonne sens du banc. Un peu fou, mais gros talent, il le préfère avec un autre neuf. Peut-être que l'arrivée de Gift Orban s'inscrit dans une logique à jouer avec 2 attaquants. Peut-être, on ne sait pas aujourd'hui. Peut-être que Gift Orban va aller jouer à côté d'un Lacazette. On ne sait pas. Qu'est-ce que ça implique en termes tactiques du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, il y aura un temps d'adaptation. Peut-être comme Malik Fofana, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des joueurs qui explosent tout court. Rappelez-vous Tété qui avait complètement pété avant ensuite de se calmer un petit peu. On verra. En tout cas, c'est une super recrue. Ça, c'est une certitude. Et c'est une très bonne nouvelle de voir que l'OL avance. L'OL avance masqué, puisqu'il n'y a vraiment eu aucune fuite sur le transfert de Gift Orban jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que ce soit quasiment signé. Et on devrait le voir à l'œuvre assez rapidement. Reste donc en suspens la piste de l'ailier. Et là, pour le coup, je ne serais pas non plus surpris que les pistes d'Anyuma et Benrahma s'essoufflent et qu'on nous sorte un ailier du chapeau. Voilà, sans prévenir. Peut-être une Hugo Bombe à 2h du matin, qui sait. Voilà, la bonne news avant d'aller dormir. 3-5-2, c'est cohérent. On peut imaginer un système en 3-5-2 ou en 3-4-1-2 avec un Cherki derrière les deux, je sais pas. Honnêtement, et peut-être que ça remet en question des choses au niveau tactique, parce qu'on peut difficilement imaginer que Gift Orban viendrait uniquement en sortie de banc. Peut-être que c'est pour faire souffler Lacazette, mais un joueur comme ça, ce serait difficile de s'en priver. Je pense pas qu'il vienne pour jouer sur l'aile non plus. Donc je suis moi très curieux de voir ce que ça impliquera du côté tactique, côté lyonnais. Peut-être qu'il y a un 4-4-2 qui se prépare, j'en sais rien, c'est dans la tête de Pierre Sage, mais en tout cas ça répond à 2 vraies nécessités qui sont de préparer la suite de Lacazette, parce que Lacazette n'est pas éternelle, et de 2, d'avoir enfin une vraie doublure, ce poste qui aurait dû être occupé par Mama Baldé, mais Mama Baldé, il a laissé ses pieds à 3 malheureusement. On a une dernière information dont on a parlé brièvement juste avant de lancer ce live, puisqu'on est sur un petit point mercato. Cette information, c'est le départ en prêt de Mamadou Sarr, le jeune défenseur lyonnais qui cirait un petit peu le banc et qui a eu très peu de temps de jeu jusqu'ici. Mamadou Sarr qui va être prêté à Molenbeek pour avoir du temps de jeu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les deux parties puisqu'il ne joue pas à Lyon et que ce secteur-là est relativement bouché puisque Diomandé n'est toujours pas parti, puisqu'il y a eu l'arrivée d'Adrielson, et même si Douye Kaletatsar et Dejan Lovren sont suspendus et O'Brien aussi, finalement ce ne sera pas vraiment un problème puisqu'on joue contre Bergerac. Voilà, Mamadou Sarr qui va aller faire ses dents du côté de la Belgique en première division, c'est une très bonne nouvelle pour lui, en espérant qu'en revenant, il puisse se faire une place dans la rotation à Lyon, puisqu'on sait que Dejan Lovren, ça commence un petit peu à fatiguer, et derrière, il y aura Adrielson, O'Brien et Douye Kaletatsar. On va voir. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien négocié de la part du propriétaire de Botafogo qui a dû peut-être un peu presser le propriétaire de l'Olympique Lyonnais pour que le transfert se fasse vite. Moi, j'aurais préféré que ce transfert se fasse un petit peu plus tard, une fois qu'il n'y ait plus de suspension de O'Brien et de Douye Kaletatsar. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Un peu comme avec Jeffinho, j'imagine que les négociations étaient un peu difficiles avec le propriétaire de Botafogo et le propriétaire de Molenbeek. Ça aurait quand même été pas mal d'attendre un tout petit peu, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut là-dessus. Voilà, on a fait le tour, écoutez. On a fait le tour. Vous remarquerez que d'ailleurs c'est Diawara, hein. Sur la photo, c'est pas Mamadou Sarr. On a fait le tour. Ça aura été relativement rapide sur le point mercato. D'ailleurs, j'ai oublié de record. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez cette vidéo au réveil, normalement, à moins que vous ayez des insomnies, ce que je ne vous souhaite pas. Et du coup, on se retrouvera vendredi soir pour le débrief de Bergerac, en espérant que vous soyez nombreux, mais pour ce match un peu pourri qui se discutera du côté de Limoges, une ville tout aussi pourrie, même si elle a une très belle gare. Voilà, je vous fais un petit coucou, un petit au revoir, et nous on continue sur Twitch. Donc voilà, si vous êtes sur Twitch, ne partez pas. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces, les likes, etc. Bisous. À bientôt. Ciao. Voilà, et merci Victoire pour le raid. On est d'accord que Datascoot a l'air de taffer pour nous. Je sais pas, peut-être. Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Aucune idée. Pour lui demander, je pourrais avoir l'info. Je pense pas, honnêtement. Ça me surprendrait. Mais je sais pas, peut-être. Voilà. Vous avez pas dit au revoir à YouTube. Pas bien. Ni de sommeil. Eh ben, allez vous coucher, les enfants. Hein. Allez vous coucher, si vous êtes pas contents. Nous, on va blablater encore un petit peu. Le live, il est lancé depuis 40 minutes. On va faire une petite heure quand même. Ce sera pas mal. Voilà, vous êtes bien. On est 600, là, 1h du matin en pleine semaine. Vous êtes vraiment des gros chômeurs. Hein.
Gros chômeur, hein, bravo. On joue qui en Ligue 1 en prochain match? On joue Rennes. On joue Rennes au Groupama Stadium. Match un peu coup près quand même. Surtout que Rennes, ça a bien joué au football contre Nice. Donc attention, parce que là on est 16e. Il faudrait pas non plus que ça continue. Le FC Chômage est là. Eh oui, le FC Chômage. Live d'Aronade demain, du coup, où Guillemets est tout gâché. Je sais pas, on verra demain. C'est une grosse journée demain. Peut-être je serai fatigué. Peut-être live d'Aronade tranquillou demain, on verra. C'est pas sûr. J'essaye de pas faire de programme et de liver quand j'ai envie de le faire. Parle-nous de ce nouvel attaquant. Je viens de le faire, Charles. On va bien les accueillir avec l'histoire de Matic. On fait que live foot. Non, on fait live blabla. Là, on a parlé de foot. Déjà, on peut faire autre chose si vous voulez, mais on est bien. Voilà. Mais je rentabilise un peu le live. Là, ça fait que 40 minutes. Donc, on va pas. Que les chats ont décidé de faire du 3000 mètres cible. Ici, on a un poumon déplacé, donc on travaille pas. Ok, Léo Dubois. Il faut rigoler de politique demain. Il y a de quoi bien rigoler. Il y a quoi en politique demain? Il y a un truc avec Gone the Way pour l'OM. Alors oui et non. Il n'y a pas de truc avec Gone the Way. Gone the Way, ça s'est un peu essoufflé parce que on était 3 à avoir fondé ça. Moi, j'ai plus du tout le temps. Il y en a un des 3 qui est parti vivre à Sochaux. Et le 3e qui tenait un peu le truc à bout de bras depuis plusieurs années est un peu essoufflé. Mais fort heureusement, il y a Samuel AS sur Twitter qui a organisé un truc pour le match contre Marseille. Donc je vous renvoie tous ceux qui étaient les habitués de Gone the Way vers son Twitter à lui, il devrait l'annoncer dans pas longtemps. Ça se passera dans un lieu très central et très grand à Paris. Donc si vous êtes à Paris, supporter lyonnais, que vous voulez voir le match de l'Olympico avec d'autres supporters lyonnais, sachez qu'il y aura un lieu disponible. Donc je vous invite à aller suivre Samuel sur Twitter. Et voilà, parce que bon, nous, Gone the Way, que ce soit nous qu'organisions ou pas, à la limite, on s'en bat un peu les couilles du moment que les gens kiffent. Donc on sera ravis de renvoyer ça si quelqu'un veut porter un peu ce projet-là de réunion de supporters lyonnais à Paris, ça nous fera très plaisir. Lyonnais originaire habitant dans le Pas-de-Calais, je te suis depuis des années, un plaisir de te suivre maintenant sur ta live. Merci Red, merci Red8, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi ça va, hein. Moi ça va. Je dors pas trop mal, ça va. Il y a le Discord, il faut l'MP sur Twitter. Moi, je peux vous donner son Twitter directement parce que vous savez peut-être pas qui c'est. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Samuel. Alors, en tout cas, moi je trouve l'initiative très cool. Moi j'ai plus du tout le temps de faire ces trucs-là. Voilà, vous pouvez le suivre et vous pouvez lui demander en DM où ça se passera. Parce que pour des raisons évidentes, on n'a pas envie de le dire en public. Parce qu'une fois sur Gone the Way, on avait dit où on était. Il y a eu une descente d'ultra parisien. Donc on n'a pas trop envie de le dire en public. Mais c'est un chouette lieu. Avec beaucoup de place, donc si vous avez envie, soyez nombreux, allez-y nombreux et allez-y les doigts dans le nez parce que c'est une très belle initiative. Voilà. Si tu peux la vidéo que Zach a repost. Le problème c'est que si c'est des images de match, moi je suis hyper tatillon là-dessus parce que moi si jamais je prends un ban pour droit d'auteur, je serai pas des bans, vous voyez, donc mais oui, j'ai vu la vidéo où il tire l'engagement Orban, effectivement. Merci beaucoup, ça fait plaisir de partager avec notre club, avec toi. J'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de faire en sorte que ce soit un moment cool et d'être réactif. Ça me prend un peu de temps, ça me rapporte pas énormément, très honnêtement, mais ça me rapporte pas financièrement énormément en tout cas, mais ça moi je kiffe, hein. C'est très cool d'avoir une commu et de pouvoir parler de foot, enfin voilà, c'est très sympa, c'est très cool. L'accord Hotel Arena, c'est vrai qu'il y a de la place. Ça s'est fini avec les ultra parisiens. Moi j'étais pas là ce jour-là parce que j'étais au Parc des Princes d'ailleurs. Mais ça a chauffé un petit peu, c'est rien de grave, mais il y a des gogoles. Hein, voilà, donc un prono pour l'étape du Tour de Under. C'est quoi? C'est du sprint aujourd'hui, non? Ah non. Luc Plap, tiens. Voilà. Au pif. Luc Plap. Je crois que c'est pas loin de la gare du Nord et ça commence par un B. Je vous laisserai confirmer. C'est pas à moi de vous le dire. Je vous laisse prendre confirmation avec Samuel que effectivement c'est bien à la gare du Nord et ça commence bien par un B. Voilà. Apprentissage de la Marseillaise en primaire, Macron a dit. Oui, écoutez, vous voulez qu'on parle de politique là? Vraiment? Vous avez vraiment envie qu'on parle de politique? Il est 1h10, on n'a pas mieux à faire que de parler de politique pour enfoncer des portes ouvertes. Bon, de toute façon, vous êtes des grandes personnes, voilà. J'adore rire. C'est pas ce que je voulais pas cliquer sur ça, pardon, excusez-moi. Parlons de l'OL, non, on parle de l'OL. Comment ça se fait de plus avoir partenaire pour tes débriefs pile quand ça marche le mieux pour toi? C'est la vie, les enfants, hein. Pas toujours avoir ce qu'on veut. Oui, c'est un peu dommage pour un partenaire de partir au moment où la chaîne marche. Mais il y a des choses qui sont pas de mon ressort et il y a plusieurs raisons logiques à ça. La première, c'est que l'OL a un sponsor Paris Sportif qui est un concurrent de mon ancien partenaire, donc ça colle pas trop.
Et l'autre, c'est que il y a des décisions stratégiques qui sont pas forcément toujours cohérentes dans toutes les boîtes. Voilà, donc moi je les remercie chaleureusement des 2 années qui m'ont permis moi de développer la chaîne, parce qu'aujourd'hui je peux liver en gagnant suffisamment d'argent pour que ça vaille le temps que ça demande. Mais c'est pas exclu qu'il y ait un partenaire à un moment donné dans l'année. Hein. Maintenant, effectivement, il y en a pas 1000, hein, donc et j'ai du taf à côté, donc c'est pas plus mal. Non, mais Hugo, il a trollé hein, en disant qu'il y avait une annonce à 1h. Il a trollé. Voilà. On parle du projet Red Bull de Borans Grohe. Alors ça, c'est des rumeurs pour l'instant. Hein. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Remco et de Van Aert et tout. C'est rien, c'est des rumeurs pour l'instant. Orban joue sur l'aile droite. Oui, il joue sur l'aile droite. Il est très très excentré. Très 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 excentré. J'ai mis une super vidéo de notre nouvelle 9 sur le Discord. Je vous montre pas d'image de match. Moi, j'ai peur du ban Twitch. Je suis terrorisé par le ban Twitch. Apparemment, le monsieur aime bien tirer dans le ballon, en tout cas. Il y a un côté Mariano Diaz dans le côté foufou. Vente de Toulouse. Toulouse est à vendre ? On enverra nos primes tous les mois. Envoyez vos primes, envoyez vos subs, mais comme je vous l'ai déjà dit, avec une grande tendresse, je n'ai pas besoin d'argent. Donc je prends votre argent avec grand plaisir si vous voulez soutenir la chaîne, mais ce n'est pas les subs qui vont définir le futur de la chaîne, c'est l'audience, c'est les viewers, c'est la régularité. Donc si vous voulez me filer un sub, filez-moi un sub, mais c'est pas la meilleure utilisation de votre argent. Et au moment où je vous dis ça, il y a Oxalate qui me donne un sub, donc merci à lui. Après le prime, je le prends, parce que le prime c'est l'argent de Jeff Bezos. Mais voilà, si vous voulez vous sub quelque part, je préfère que vous preniez le temps d'aller mettre des pouces et des commentaires sur YouTube plutôt que vous lâchiez un sub. Vous savez, les subs Twitch, c'est pas hyper rémunérateur non plus. Donc voilà. T'as vu la vidéo où Orban tire direct le coup d'envoi ? Oui, je l'ai vu. La vente serait faite à 90% à un autre fonds américain. Bon courage à eux. Bon courage. Il est déjà blindé, les mecs. Alors, blindé, non, mais disons que j'ai une boîte et que la boîte, elle tourne bien. Donc j'ai pas... Twitch n'est pas essentiel à ma survie financière. Je préfère être totalement transparent là-dessus. Là, c'est cool, hein, il y a 350 abonnés, ça me rapporte brut 650 balles par mois, grosso modo. C'est bien, hein, c'est sympa, ça me permet de payer un graphiste pour faire un beau waiting screen et de donner des cacahuètes à mes modos chaque année pour leur faire un cadeau. Voilà. Merci Carlo pour l'abonnement, merci beaucoup. Pourquoi tu te ferais ban toi et pas Zach ? Mais Zach, il s'est déjà fait ban pour des images de match. Sauf que Zach étant un gros streamer, je pense qu'il aura moins de difficultés à se faire déban qu'un streamer entre guillemets normal comme moi. Pour la simple et bonne raison que Zach rapporte beaucoup plus d'argent à Twitch que moi. Hein, donc tout simplement, on n'est pas à juger sur les mêmes. Les gros streamers ont plus de latitude par rapport à ça, parce que bannir un gros streamer, ça coûte de l'argent à Twitch. Voilà. Orban est un très bon joueur, mais depuis cet été, quand il a un truc qui s'est cassé avec le coach, il joue plus. Ce soir contre Bruges, il a été invisible, manque de confiance. Donc oui, voilà, par exemple, c'est bien pour Orban de partir maintenant quand sa cote est pas forcément haute pour aller se relancer à l'OL. Moi, je connais pas le joueur, je l'ai pas vu jouer, pas vous mentir. Hein. Vous connaissez mon point de vue sur le football européen, je ne regarde pas le football européen. Donc le seul truc que je sais de Gift Orban, c'est que c'est une jeune pépite et que tout le monde en dit du bien. Moi, je n'ai jamais vu jouer. Comme je n'avais jamais vu jouer Malik Fofana avant, et comme je n'ai jamais vu jouer Adrielson et Lucas Perry. Il faut être un peu lucide là-dessus. T'as eu la rumeur Cherki pour 1 milliard à Carquefou. Oui, je l'ai vu. C'est vrai, puisque Carquefou va être acheté par un fonds étatique saoudien qui veut absolument acheter Ryan Cherki. Donc transfert prévu pour 1 milliard d'euros, c'est signé demain, effectivement. Après être nul un soir où tu sais que tu pars pour un autre club londonien, c'est pas étonnant. Ouais. Comment les streamers apportent de l'argent à Twitch ? Quand vous payez un sub, 4 €, déjà quand vous lancez un stream, vous avez de la pub. La pub, elle est payée par les marques à Twitch. Donc déjà, Twitch se rémunère comme ça. Quand vous êtes 5000 à venir sur un débrief, alors vous n'êtes pas 5000 en continu, mais globalement, un débrief de l'OL, c'est 5000 vues. Vous allez être 5000 à vous manger des pubs. Les pubs, il y a une toute petite partie qui tombe dans la poche des streamers et une grosse partie qui tombe dans la poche de Twitch. Quand vous payez un sub, quand vous payez 4 €, un sub, il y en a 2 € qui partent dans la poche de Twitch. Donc un streamer qui a 1000 subs rapporte 2000 € par mois à Twitch, minimum, plus des pubs. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, Twitch. Enfin, ils gagnent de l'argent. Ils en perdent beaucoup, Twitch, parce que Twitch n'est pas vraiment rentable. Mais disons que voilà, si demain vous avez un streamer qui a 10 000 subs qui se fait ban, c'est 20 000 € en moins pour Twitch par mois. Donc pas trop envie de le ban quand même. Voilà. Ça marche comment les dons ? Les dons, vous avez soit les bits, et c'est à peu près la même logique. Vous donnez une somme et il y en a 50% qui partent dans la poche de Twitch. Ou alors vous avez les trucs extérieurs type PayPal ou Streamlabs où là c'est un peu extérieur, ça marche différemment et les pourcentages sont pas les mêmes. Et là pour le coup Twitch se rémunère pas. Dépend si tu es Twitch partner. Ça dépend de plusieurs choses. Moi je suis partner, mais j'ai pas le 70-30. Zach,
Je crois qu'il a le 70-30, donc il a que 30% de ses revenus qui tombent de Twitch et 70 qui tombent dans sa poche à lui. Et ça, c'est pour tous les gros streamers. Pour avoir le 70-30, il faut avoir le statut qui s'appelle le Partner Plus. Et le Partner Plus, c'est 350 abonnements payés plus offerts, pardon. Donc sans les primes, par mois sur 3 mois. Donc si jamais là, pendant 3 mois, vous étiez 350 à payer votre abonnement, ou vous êtes fait offert un abonnement, je pourrais toucher 70%. Mais c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, là vous êtes 350 abonnés, il y en a une centaine qui sont payés. Donc on est très 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 loin de ça. Et de toute façon, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. Bien sûr que ça m'intéresse de gagner de l'argent. Mais tant que je peux vivre d'autres choses, je pars du principe que je veux pas prendre l'argent des gens qu'on n'ont pas, tout simplement. Voilà. Donc si vous débordez de fric, que vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous voulez offrir 100 subs à la chaîne, faites avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, moi, je vis d'autres choses. Donc je n'ai pas besoin de l'argent de Twitch. Ça me fait un bon complément, parce que Twitch plus YouTube sur une année complète, c'est environ une dizaine de milliers d'euros brut, précise bien brut. Ça part sur ma boîte et après ça part en rémunération, donc vous enlevez 45% de charges sociales. Donc ça fait 5 000 euros net par an à rajouter sur mes revenus qui viennent de ma boîte. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. 70-30, tu peux le reperdre après. Oui, je crois. Hein. Je crois que tu peux le reperdre. Hein. Donc voilà, ça vaut le coup quand on est streamer de grind le Partner Plus. Je sais pas combien de temps ça dure après, mais de toute façon, moi je pars du principe que si je quémandais vos subs pour arriver au Partner Plus sur 3 mois, ce serait pas très juste, quoi. Voilà. Si Orban s'abonne, on peut dire que c'est un gift sub. Bravo, on applaudit. Tu bosses en quoi? J'ai une agence de com et de marketing, d'influence. Je bosse avec des créateurs de contenu et des marques et des entités type un organisateur de compétition de football professionnel en France, par exemple, ou une marque de voiture assez costaud. Voilà. Je bosse avec mon associé, on est 8 dans la boîte. Enfin, on est bientôt 8. Pour l'instant, on est 6, mais il y a un stagiaire qui arrive et il y a un autre CDI qui arrive en mars. Donc on est bientôt 8. Voilà. Et c'est ça qui me permet de compenser le fait que j'ai plus le chômage, tout simplement. Voilà. J'ai vu LinkedIn, le recrutement de Mizou, trop bien, inattendu, l'extérieur. Mizou, ça fait 6 mois qu'elle est là, hein. Ça fait plus de 6 mois, ça fait depuis mai. Donc ça fait 7 mois qu'elle est là, Mizou. Et on est très content. Et elle est très cool, elle bosse très bien, donc on est ravis. D'ailleurs, elle va être augmentée en mai, donc voilà. Oui, c'est ma boîte, ouais, c'est ma boîte avec. On est 50-50 avec mon associé, oui. C'est ce que je fais. C'est la moitié de mon temps, c'est le stream, la moitié de mon temps, c'est la boîte. Mais ce que je fais en stream aide la boîte aussi. Voilà. Ça a été possible qu'il y a 3 mois. Oui, parce qu'on avait oublié LinkedIn. Voilà. Mais voilà. Donc c'est cool. C'est cool pourvu que ça dure. Pour l'instant, ça marche bien. Hein. Et ça marche suffisamment bien pour que je puisse avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire à côté aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ton activité streamer peut ramener du contact opportunité sur la boîte ou peut-être l'inverse. C'est plutôt dans ce sens-là, ouais. C'est le fait que, comme on bosse sur du marketing d'influence, des créateurs de contenu, etc., le fait d'être soi-même créateur de contenu, à un niveau évidemment qui n'est pas similaire aux gens avec qui on parle, parfois similaire d'ailleurs, c'est pas mal en termes de crédibilité. Parce que la plupart des agences traitent les créateurs de contenu comme du bétail. Et le fait d'être créateur de contenu, et d'ailleurs d'avoir quelqu'un d'autre qui est créatrice de contenu sur la boîte, puisque Mizou, elle est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que moi en termes d'audience, hein, c'est hyper important en termes de crédibilité sur cette sphère-là. Donc oui, et d'ailleurs notre tout premier client sur la boîte venait des streams. C'était quelqu'un qui suivait les streams et qui bossait dans une grosse boîte et qui nous a filé notre premier contrat. Donc oui, la visibilité que j'ai sur les réseaux aide la boîte aussi à se développer et aide à... Ah, t'as fait combien de temps au chômage? J'ai fait 2 ans de chômage. Hein. J'ai quitté ma boîte en rupture conventionnelle et j'ai profité des 2 ans de chômage pour monter ma boîte, ne pas me rémunérer et développer ma boîte comme ça, comme beaucoup de gens le font d'ailleurs. Voilà, merci Carlou, je crois que je t'ai pas remercié pour ton 2e mois. Merci beaucoup. C'est quoi le nom de ta boîte? C'est Brioche. Regardez, j'ai les petites cartes là. Les petites cartes de visite. Elle est mignonne ma carte de visite. Sympa, hein? Mignonne. Ah merde, vous avez le téléphone. Bon, bah tant pis, vous avez le téléphone. Ouais. Si tu n'es pas dans les X%, tu ne comptes quasi pas. De quoi tu parles? Tu peux garantir ta boîte en gardant ton chômage. C'est ce que font beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui se lancent et lancent leur boîte partent en rupture conventionnelle. Et si tu montes une boîte, tu as le droit de garder ton chômage en développant ta boîte à partir du moment où ta boîte te prend du temps, officiellement du temps. Voilà. Et que tu ne te rémunères pas, évidemment. Sinon, tu perds ton chômage, c'est logique. Pour Twitch. En vrai, oui, c'est vrai qu'il y a un tout petit pourcentage de gens qui existent sur Twitch. Maintenant, avoir 100, 200, 300, 400 viewers sur Twitch de manière régulière, ça te fera pas bouffer au mois, mais c'est quand même assez intéressant à développer comme communauté. C'est cool. Ah si, bien sûr, tu peux garder ton chômage.
tu as deux solutions. Soit tu montes une boîte sur laquelle tu ne te rémunères pas, type société par action simplifiée ou entreprise unipersonnelle, auquel cas, dans ces cas-là, tu peux garder l'argent sur ta boîte et ne pas te rémunérer et déduire un certain nombre de frais. Ou alors tu es auto-entrepreneur et ce que tu touches en auto-entrepreneur va être calculé et baisser ton chômage en fonction. Donc en fait, par exemple, je sais pas, tu as ton chômage, tu touches 1000 euros de chômage, tu fais 500 euros d'auto-entreprise, bah, ton chômage il va baisser pour qu'au final, au total, tu touches 1200 euros et les jours et ce que tu vas perdre en chômage va être reporté plus tard. Donc c'est différents modes à calculer. Mais disons que par exemple, si tu ramènes la moitié de ton chômage en auto-entreprise chaque mois, bah, en fait ton chômage il va durer 3 ans et demi. T'es sûr que ça marche encore avec le nouveau système de chômage? Oui. Oui, oui. Bah, en tout cas, moi, je sais pas si ça marchait encore il y a un mois. Donc, c'est aussi un moyen pour l'État de développer l'entrepreneuriat. Et le calcul, il est assez simple. C'est une entreprise qui se développe et qui fonctionne. C'est une entreprise qui emploie des gens et qui rapporte des taxes. Donc, c'est une logique de développement. C'est Pôle emploi, je crois que c'était, je sais plus qui c'est qui avait sorti cette phrase. Pôle emploi est le premier financier de l'entrepreneuriat en France. Dis à LFP Media de laisser les buts sur Twitter et de les mettre direct en façon MLS. Mais on en a déjà parlé de ça. J'ai littéralement eu quelqu'un de la LFP au téléphone pour me parler de ces choses-là. Sur pourquoi la Ligue 1 et la Ligue 2 ne mettent pas les buts sur Twitter en direct. Et la raison, c'est que pour changer ça, il faut que les 40 présidents, enfin en l'occurrence maintenant c'est pas ça, c'est moins, les 36 présidents de Ligue 1 de Ligue 2 soient OK pour changer les modalités des lots des diffuseurs. Donc c'est extrêmement compliqué, ça n'arrivera pas. En tout cas, on m'a dit que ça n'arriverait pas. Peut-être que les nouveaux diffuseurs vont changer ça, mais ce qui est bloquant, c'est la façon dont on vend les droits télé en France. Donc ça n'arrivera pas demain la veille, malheureusement. France Travail, oui, France Travail. La NPE, pour les plus vieux. L'OL peut faire appel à ta boîte ou ça a déjà été fait? Non, 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 l'OL fera pas appel à ma boîte parce que l'OL déjà internalise tout et les agences avec qui ils bossent sont des agences créa, des agences de prod, mais pas des agences de conseil en social media et en communication. Voilà. Pourquoi le nom brioche pour ta boîte? Parce que comme ça vous retenez. Voilà, vous retenez brioche. Alors si j'avais appelé MC Communication ou MSC, j'en sais rien, les gens retiennent pas les initiales. On savait pas trop quoi dire, on cherchait des noms autour de la bouffe, puis il y a la daronne de mon associé qui a débarqué avec une brioche maison, on s'est dit bon, brioche c'est bien. Voilà. Terrible quand tu vois la com digitale de la F1 qui marche du tonnerre et pas la LFP à côté. Mais c'est pas les mêmes trucs, la F1... La F1 est très puissante comme entité et peut se permettre de... Mais c'est-à-dire c'est pas pareil partout pour la F1. Hein. En France, on a Canal+ qui poste les trucs, mais vous avez pas mal de pays où c'est pas le cas. Pourquoi brioche alors que tu aurais pu l'appeler saucisson brioché? Parce que mon associé est rennais. Le saucisson brioché, c'est lyonnais, que c'est pas ma boîte à moi tout seul. Donc on a dû trouver un terrain d'entente et on s'est dit qu'on aimait bien de la brioche tous les deux. Voilà. Heureusement qu'elle n'a pas débarqué avec une choucroute. Bon, en vrai, choucroute, c'est pas mal l'agence choucroute. C'est intéressant, hein. Free balance les buts 15 minutes après. Oui, mais pas sur les réseaux. Ils mettent ça sur leur appli. Galette saucisse, c'est vachement bon. Pourquoi être rennais? C'est bien, Rennes. Une belle ville, Rennes. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est tout énervé, là. En Belgique, la F1, c'est gratuit. Bah oui, mais écoutez, il y a plein de pays où les choses sont gratuites et pas en France. Hein. Voilà. C'est la vie. Hein. Belle ville, sauf pour Madame Matic. Bah c'est une belle ville, faut juste pas avoir de môme, quoi. Enfin, de môme que tu veux mettre dans une école internationale. C'est tout. Savoir que choucroute a été le cri de ralliement de mon équipe de volley toute l'année dernière. Bah c'est bien. Bravo. Je félicite. Canal qui achète la F1 TV en France, c'est affreux, ça. Moi, je vous avoue que la F1, c'est devenu tellement chiant que j'ai décroché complet. Alors, j'adore la F1, mais ça m'a tellement fané cette saison que oublié complet. T'as vu la rupture pour Matic? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. La dernière saison était ignoble. Ah, mais c'était une horreur. Moi, j'ai décroché très très vite la dernière saison. J'ai même pas été hypé par la victoire de Sainz. Voilà quoi. Ça redeviendra bien, mais quand? Ben, j'en sais rien. Quand les autres arrêteront de faire de la merde, hein. On peut pas en vouloir à Red Bull de bien bosser, c'est les autres qui font n'importe quoi. Donc, mais bon, j'aimerais bien que la F1 redevienne intéressant. Les diffuseurs attendent la décision de Mbappé avant d'y aller. Non mais non, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que il y a eu des prix qui ont été mis très haut et que ça se bouscule pas non plus au portillon. Mais ce serait bien que ça se débloque quand même cette histoire. Saison, les meilleurs highlights, c'est 2-3 qualifs sympas. Ouais, c'est ça, exactement. T'as gardé les packs pour la Toti. J'ai gardé 90 packs pour la Toti, oui.
Et je les ai pas gardés pour la Toti, c'est juste qu'il y avait rien qui m'intéressait. Donc voilà. Vous voulez voir les packs que j'ai gardés? Ça vous intéresse? C'est ça que vous voulez voir? Vous voulez voir du FIFA? Ce gros jeu de merde? Hein? On va regarder si vous voulez. Allez, on va regarder les packs que j'ai gardés. Voilà. Vous voulez voir la liste? Allez, c'est parti. Voilà les packs. Ah, il y en a un paquet là. Hein. Il y en a un paquet là. Et vous savez ce que je vais avoir avec ça? Rien. Je vais avoir absolument rien. On connaît ce jeu, hein. Voilà tout ce qu'il y a là. Du bon contenu à venir. Alors, ils sont tous là. Ah, on économise, hein. On économise. Hein. Bah ouais, ça vit bien quand on a Mbappé vendable dans les packs. Bah oui. Évidemment qu'on vit bien. Après, l'équipe, elle est moins impressionnante qu'avant. Hein. Voilà l'équipe actuelle. C'est sympa, mais c'est pas non plus de la folie pure. Hein. Je joue pas FM. Non, je joue pas FM cette année. J'ai décroché FM. Sympa, mais c'est pas... voilà, c'est une équipe gentillette, quoi. Tu veux nous faire un ratio amusement-rage en pourcentage sur... Moi, ça va, hein. La solution pour pas rager sur FUT, c'est de pas être trop nul à FUT. Moi, j'ai de la peine pour les gens qui jouent à FUT et qui font 10 ou 12 défaites le week-end en week-end league. Je pourrais pas, moi. Moi, ça va parce que je fais 14, 15, 16 victoires. Donc, c'est pas hyper frustrant. Il y a 4 matchs où je pète un plomb dans le week-end, c'est tout. Donc, ça va. T'as osé mettre Barcola. Bah oui, mais il est trop fort. Écoutez, c'est ce que je vous dis. Mais Bradley, il est bien. Oui, bah, je vais vous montrer si vous voulez voir les stats de Barcola. Regardez l'évolution. Regardez comme il est beau, Barcola. Regardez, 95 en vitesse, 91 en tir, 87 en passe, 93 en dribble. Et il est en 5-5. Pourquoi il est en 5-4? Non, ça c'est un bug ça. Il est pas en 5-4, il est en 5-5. C'est un bug visuel. Voilà, donc oui, l'évolution elle est belle. Tu tryhard. Mais j'aime bien moi FIFA, j'aime bien jouer à FIFA. J'aime bien, ça me détend. Et puis parfois ça m'énerve, du coup je peux diriger ma colère contre FIFA plutôt que contre l'Olympique Lyonnais. C'est pas mal ça comme concept. Il y a que des bugs. Bah oui, bah ça oui, quand tu prends 3 Trivela dans la gueule et un finesse shot de 35 mètres, oui c'est chiant. C'est pas l'Evo à 85 ou il est en 5-5? Non, c'est le 87 où il est en 5-5. Il y en a plein d'Evo différentes, mais il y en avait qui étaient périmés. Moi j'ai fait l'Evo où il est en 5-5. Tu fais que des fut? Non, je fais que fut. Un peu de club pro, mais on a arrêté là. Parce que bon, bah, ça reste un jeu de merde. Hein. Mais non, je joue principalement à FIFA et à Counter. Donc des jeux de gens qui prennent pas de douche. D'ailleurs, je ne prends pas de douche. Pas pris de douche depuis 10 jours. Parce que voilà, FUT Champion, ça prend du temps, donc on peut pas prendre des douches, malheureusement. Effectivement. Quel elo sur CS2? Alors mon elo, il est frauduleux parce que je joue avec des gens qui sont meilleurs que moi. Du coup, je dois être à 13 000, un truc comme ça, mais j'ai pas un niveau de 13 000. Je suis très très mauvais à Counter, extrêmement mauvais. À la bas DC, tu dropasses MC. Ouais, et je mets Rudiger derrière. De toute façon, à travers l'écran, ouais, complètement. Ouais. De toute façon, oui, effectivement, les gens de gauche, on connaît pas l'hygiène. On ne se rase pas, on pue, on met pas de déo, c'est bien connu. C'est bien connu. Ça va 13K, je viens de passer 15K. Non mais moi je suis 13K mais c'est frauduleux, je vaux pas 13K, très clairement. Valorant j'aime pas, c'est trop le bordel. Je préfère Counter. Counter, il n'y a pas des pouvoirs à droite à gauche, faut pas apprendre 10 persos différents, non, c'est une AK, une M4 et pampan, bim bim pampan, voilà c'est très bien. Surtout vous mettez que des Sarwell. Ouais, des Sarwell et des dreads aussi. Moi je pense me faire des dreads bientôt là. Et porter un t-shirt UNICEF et aller démarcher des gens à la gare Montparnasse. C'est connu, hein, de toute façon. Un jour, Charlie sur LoL avec Zach. Je souffre suffisamment dans ma vie. Je supporte l'Olympique Lyonnais, je supporte Ferrari, je supporte Thibaut Pinot, je suis en surpoids. Je n'ai pas envie de rajouter LoL à ça. Voilà, LoL, ça rend des gens très heureux, malheureux. Rappelez-vous du clip de Kamel. Donc non, je pense que LoL, c'est pas nécessaire. C'est pas les concerts des Zoc de Barbac. Oui, les Zoc de Barbac, bien sûr. Et rajouter la terrible saison de Montrouge en national. Oui, Montrouge, c'est la catastrophe, hein, cette saison. Pas envie de rajouter Zach et tout ça. Non, LoL, moi j'ai fait 2 games de LoL dans ma vie et j'ai compris que c'était pas pour moi. Voilà, je n'aime pas, j'aime pas. C'est pas que je comprends rien, j'aime pas. J'aime pas LoL. Ça m'intéresse pas. Ça me saoule. En plus, les gens sont trop cons. Et déjà, Counter, c'est chiant de devoir compter sur des partenaires qui sont attardés. Mais alors, LoL, mon Dieu. Non, j'ai pas vu l'interview du président de Rouen, mais je sais que le président de Rouen a un grain.
C'est connu qu'il a un souci. D'ailleurs, les supporters le détestent. Les supporters et les supporters de Quevilly, si ça existe, le Quevilly et Rouen se détestent mutuellement. Le président de Rouen, il est un peu cinglé, oui, c'est connu. Non, je vais pas voir les matchs à l'Estadio Monumental Jean Désert. Mais je pourrais en vrai. Je devrais en vrai. Pourquoi tu chies autant sur FM? Teste-le. Mais je l'ai testé cette saison. Je l'ai testé, je l'ai eu dans le Game Pass. J'ai joué 10 heures, je n'ai pas accroché. Je joue pas à FM cette année, ça, j'ai pas accroché, c'est tout. Et déjà, j'avais pas beaucoup joué au précédent, et je crois que je décroche un petit peu de FM. Peut-être que je reviendrai l'an prochain quand le moteur aura changé. Mais pour l'instant, FM, je ressens pas de manque de FM. Donc si ça peut m'économiser 600 heures par an, je les prends. Hein. Oui, j'ai vu le parquage à 60 balles à Orléans. C'est pas un bon move de leur part, en vrai. C'est pas un bon move, parce que le parquage, va y avoir quoi, 200, 300, 400 personnes. Et si tu mets un parquage à 60 balles, le PSG, ils vont garder la recette. Et si tu gardes la recette, c'est pas un bon move, c'est débile de leur part. Non, c'est 60 balles. D'ailleurs, le club a dit qu'il prendrait en charge 30 balles, si je dis pas de bêtises. Non, mais les petits clubs de Coupe de France, qui sont souvent pas les plus petits, hein, parce que Rouen et Orléans, c'est des clubs national ou Ligue 2. Orléans, je crois qu'ils sont en national cette saison, qui se gavent comme ça pour un one-shot, qui passe pour des cons devant la France entière, qui se font détester parce que les supporters n'ont pas à payer 60 balles un parquage. Mais même en Coupe d'Europe, ça coûte pas 60 balles un parquage. C'est écœurant. C'est juste écœurant. Le parquage contre la recette, c'est pas un bon calcul. Disons que le gain est pas énorme, quoi. C'est du court-termiste de ouf. Donc, ces clubs-là, on leur souhaite une belle faillite. Voilà, simplement. Venez à Saint-Priest dimanche, place à 8 €. Allez à Saint-Priest. Ou allez à Limoges, si vous avez envie de mourir. Ouais, j'ai vu pour Top Spin. Je suis très hypé. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu un bon jeu de tennis. Après, le fait que ce soit Touquet, à la fois ça me rassure parce que c'est quand même un gage de qualité, mais en même temps, Touquet, ils ont quand même un modèle économique qui est absolument dégueulasse. Les derniers NBA Touquet sont absolument écœurants dans la manière de progresser, où tu es obligé de jouer comme un gros porc ou de payer en plus de jeux que tu as déjà payé 60 balles. Donc à la fois, je sais qu'on va avoir un bon jeu, mais en même temps, j'ai très très peur qu'il faille dépenser 10 balles pour augmenter sa stat de revers ou 15 balles pour avoir les chaussures de Rafael Nadal. Donc, les NBA 2K sont emmerdants. C'est des bons jeux intrinsèquement, mais c'est des jeux qui se gavent de microtransactions, et moi je peux plus ça. Je peux plus. C'est possible encore en 2024, en 2023 en l'occurrence, de sortir un jeu où il n'y a pas de multijoueur de merde, où il n'y a pas de microtransactions, et de casser la baraque. Baldur's Gate l'a montré, les jeux indés type Hades l'ont montré aussi. C'est pas obligatoire de faire des microtransactions de merde à toutes les sauces. Même FIFA, hein, qui est quand même un jeu où les microtransactions, les packs et compagnie, c'est un enfer. J'ai pas mis de sous dans FIFA. C'est possible dans FIFA de progresser, d'avoir une bonne équipe sans mettre de points FIFA dedans. Et d'ailleurs, ça sert à rien parce que quand vous mettez des points FIFA, le pack rate il est tellement dégueulasse que je pense qu'au bout de 20 balles de points FIFA, vous avez compris que ça servait à rien de mettre de l'argent dans le jeu. Mais NBA 2K, si tu mets pas d'argent dans le jeu, c'est un jeu chiant. C'est un jeu où tu commences à 66 de général et tu vas jouer 150 heures pour avoir un joueur qui est agréable à jouer. C'est un enfer. Un enfer. Mbappé vendable, ça aide aussi. Non mais regardez, j'ai une équipe de porcs, je mets pas d'argent dans le jeu, je fais mes week-end league, je joue beaucoup, mais je joue pas non plus comme mon pote Pavli là, de Pouvel TV, qui est un malade mental de ce jeu-là, et tu peux avoir une équipe compétitive. Parce qu'en réalité, le skill gap, il est pas si énorme sur FIFA. À partir du moment où tout le monde a une bonne équipe et des bons joueurs, que le mec en face, il est Mbappé ou Del Piero, au final, si t'es plus fort, c'est tout. Ah bah Lillois, oui, bien sûr, Lillois, tu sais de quoi je parle. Bon, honnêtement, FIFA, je trouve que à partir du moment où tu comprends que mettre des points FIFA, c'est pas intéressant, c'est pas rentable, tu packs jamais rien de toute façon. Le pack weight de FIFA, il est scandaleux. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit un bon calcul pour eux, même si je doute pas du fait que Electronic Arts se fait des couilles en or sur les gens qui sont des pigeons. Mais je trouve en plus que payer ses points FIFA, ou en tout cas utiliser des points FIFA sur FIFA, enfin sur IFC, c'est presque frustrant. Parce que quand tu packs un Mbappé vendable dans un pack de merde avec 2 joueurs or, 2 joueurs argent et 2 joueurs bronze, là t'es content de l'avoir packé. Alors que si tu mets 600 balles dans ton jeu, nécessairement au bout d'un moment tu vas packer un truc, mais tu seras presque pas content, tu seras presque juste soulagé. Alors moi je suis ravi de packer des trucs quand je pack des trucs. L'année dernière sur FIFA ça tombait de ouf dans la boutique, cette année c'est ridicule. Ah non, là cette année c'est catastrophique. Donc voilà, FIFA c'est un jeu où il faut rien espérer.
Là, j'ai stocké tous mes packs, je suis persuadé que j'aurai aucun Toti. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Rien à taper. Mais en fait, moi, je trouve ça assez fascinant. Je vais vous dire, je trouve ça assez fascinant. Le nombre de contenus de pack opening qu'il y a sur les réseaux. C'est-à-dire, il y a quand même des gens qui jouent à FIFA, qui regardent des mecs ouvrir 2000 € de pack, ils ont rien, et derrière ces gens, ils lancent FIFA, et ils mettent 50 balles dans des points FIFA. Faut quand même être con. Quand même, t'es un peu con, quand même. C'est comme si, je sais pas, tu vas à l'entrée d'un resto, il y a un mec qui bouffe un kebab, il vomit, et tu dis, bah moi, je veux la même chose. Faut quand même être un peu gogol pour faire ça. Moi, je trouve que les packs opening sur IFC, c'est la meilleure pub pour ne pas prendre de points FIFA. Enfin, vraiment, c'est... Littéralement, tu regardes des gens jouer au casino, perdre, et après, tu te dis, oh bah moi, je vais jouer au casino. Quand même être un peu gogol, vraiment. Je savais qu'il nous explique le gambling. Non, mais le gambling, c'est une chose. Mais le gambling, quand les gens, ils vous postent leurs paris sur Twitter, là, ils vous postent des trucs où ils gagnent. Ils vous montrent pas tous les paris. Alors que quand vous avez 2 heures de pack opening, un mec qui a 46 000 points FIFA, il a mis 500 balles dans 2 points FIFA, et que son meilleur joueur, c'est Bruno Fernandes ou Kai Havertz, il n'y a pas un moment donné où ça clique dans la tête, où les gens se disent « Attends, lui, il a mis 500 balles, il a ouvert des packs pendant 2 heures, il n'y a rien dedans, c'est peut-être que c'est pas rentable. » Pour beaucoup, c'est de l'addiction pure. Non, mais que ce soit de l'addiction, je dis pas, mais je trouve ça assez fascinant que la stratégie marketing de IFC, ce soit d'arroser des gros streamers avec des points pour qu'ils montrent à tout le monde à quel point mettre des points FIFA, ça marche pas. Je trouve ça fou, je trouve ça génial. C'est le même principe du casino. Oui, mais le casino, c'est différent. Casino, les gens, ils sont un peu intimistes. Mais les streams casino, c'est la même chose. Hein. Les streams casino, tu vois les gens perdre et les gens ils continuent quand même. Donc, il y a presque la même addiction au casino et sur les packs FIFA. Le pire, c'est que c'est même pas vrai. Parce que FIFA, le nom, moi ça me fait rire quand je fais du FUT Champions. Là. Quand je tombe sur une équipe où je vois Eusebio, Mbappé, Zidane, Van Dijk, Team of the Week, Van der Sar, Salah, Trailblazers, mes couilles et compagnie, j'ai pas foncièrement peur. Moi, j'ai peur quand je tombe contre des équipes qui sont moyennasses, où là, je me dis, oula, lui, il sait jouer. Les équipes, mais je vous jure, il n'y a rien de plus jouissif de taper un mec qui a objectivement tapé 1500 balles de points FIFA, clairement, et de lui tarter la gueule 4-0 en 20 minutes. C'est un délice. Et je me dis, il y a des gens, ils mettent un pognon de dingue pour avoir des équipes ultra cheatées, ils sont nuls avec. C'est comme, je sais pas, vous payez une Ferrari et vous savez pas conduire, vous n'avez pas le permis. Quel est votre projet ? À la limite, des skins sur CS, c'est joli au moins, voilà, ça apporte pas d'avantage. Mais je trouve ça assez fascinant. Les équipes bien régulières, bien gold. Ah bah là, je suis tombé contre un mec qui m'a ouvert, mais en 1000. Je sais plus qui il avait comme joueur, mais vraiment, j'ai vu son équipe, je suis oh là, c'est de la merde ça. De la bonne grosse chiasse, quoi. Un Del Piero Pourave, des vieilles cartes les cartes oranges là, de Road to the Knockouts et compagnie. Équipe pourrie, il m'a ouvert en 1000 avec son vieux Joao Pedro évolué là. C'est eux qui me. Tu joues méta. Ça veut rien dire jouer méta. Ça veut rien dire. Jouer méta sur FIFA, bah, tout le monde joue méta, t'es un peu obligé. Maintenant, est-ce que je fais des cutbacks et je fais des passes du latéral au latéral ? Non, je fais pas ça. Mais j'ai des joueurs qui courent vite, j'ai des joueurs qui ont finesse shot plus, et j'utilise le dribble contrôlé comme tous les joueurs, oui. J'ai pas touché sur ce FC 24, je loupe quelque chose. Tu loupes jamais rien à ne pas toucher à FC. Tu joues à FIFA, bah oui, tu joues au foot, quoi. Ah, t'essayes de prendre du plaisir. Moi, je comprends pas les mecs qui gardent le ballon et qui envoient des saucisses devant. Enfin, non, je joue pas comme un gros sac à merde sur FIFA, par contre. On rappelle au passage qu'en moyenne, les casinos reversent 90% de ce qu'ils gagnent aux joueurs contre seulement 70% pour la FDJ. Alors, sachez que le taux de retour joueur, le TRJ, qui est un terme qui est utilisé là-bas, est limité par l'autorité nationale des jeux pour éviter justement qu'il y ait une guerre de rendre des thunes aux joueurs. Donc les sites de paris en ligne ne peuvent pas dépasser un taux de retour joueur qui est de, je crois, autour de 78, 77, je ne dis pas de conneries, en tout cas c'était le cas quand je bossais là-bas. Et au-dessus, ils sont obligés de prendre de l'argent. C'est comme ça. Je passe mon temps à faire des transversales, ce jeu, j'ai l'impression d'être la chouane de ce jeu. Après, vous jouez méta. Moi, j'ai rien contre les gens qui jouent méta. Tu joues méta, c'est ce qui marche. Tu veux courir vite sur les ailes et faire des cutbacks, fais. Moi, j'ai quelque chose contre les mecs qui commencent à faire tourner à la 50e ou les mecs qui jouent que contre favorable et compagnie. Ça, bon, à un moment donné, prenez du plaisir, les gars. J'en sais rien. C'est un jeu quand même. Donc,
Sur la slot pure, t'es à 86% de RTP, mais c'est des jeux de table qui allument. Moi, de toute façon, ça m'a jamais intéressé les jeux d'argent. J'ai jamais espéré gagner quoi que ce soit là-dessus. Par contre, j'aime le poker, mais je joue très peu, mais j'adore le poker. Mais voilà, ils sont juste meilleurs. Il y a un skill gap sur FIFA qui est quand même existant, hein. Maintenant, moi, je sais reconnaître un mec qui est largement plus fort que moi sur FIFA, ça se sent. C'est des mecs qui maîtrisent mieux les mécaniques du jeu. Mais t'es meilleur qu'un joueur sur FIFA, tu le bats, hein. Ça arrive que tu sois meilleur et que tu perdes, comme dans tous les jeux d'ailleurs. Mais sur cette édition, j'ai jamais fait en dessous de 13 ou 14 wins. Si, un week-end, j'ai dû faire 12 peut-être. C'est toujours 13-14 wins, ça monte jusqu'à 16 et ça monte jamais jusqu'au-dessus, hein. Je fais 17 à un moment donné, je crois qu'un week-end j'ai fait 18, mais un seul. Mais c'est homogène, quoi. Mon meilleur fut de champ, c'est 18. Jamais allé au-dessus de 18. J'en ai fait 2 ou 3 l'an dernier, des 18 wins. J'en ai fait un cette année, c'est tout. Et voilà, généralement c'est 14, 15, 16. Pas plus. Mais j'ai pas le niveau. Je finis pas bien mes actions, je suis impatient, et je joue pas comme un sac à merde à faire des trivellas et des finesse shots partout. Donc à un moment donné, c'est normal d'être capé, mais c'est pas grave d'être capé. Moi, je suis pas compétitif sur FIFA. Je suis pas pro. Je suis là pour prendre du plaisir. Tant pis si je perds 4 matchs. M'en fous. De toute façon, on pas que rien. Ça en a branlé. Mais j'ai jamais touché le 20 ou le 19. Jamais. Non, j'ai pas envie de stream fut champ. J'aime pas. J'aime pas parce que ça me demande trop de concentration, donc c'est pas intéressant en stream. J'ai déjà fait une fois et flemme en vrai. Donc non, j'ai pas envie de faire ça. Puis de manière générale, j'ai pas envie de donner de la visibilité à un jeu de merde. Parce que c'est un jeu de merde, tout simplement. Donc, le 17 était bien. Le 17 était très cool. Après, celui de l'an dernier, j'ai quasiment pas touché. Attendez, non, celui de l'an dernier, celui de l'année d'avant. Il y en a un que j'ai quasiment skip en entier. C'est celui d'il y a 2 ans. Celui d'il y a 2 ans, j'ai pas touché. C'est FIFA, du coup, 22 que j'ai pas touché. FIFA 23, je l'ai dosé. FIFA 23, j'ai dosé quand même. Non, je ferai pas de pack opening parce que moi, je recycle tout, donc c'est chiant, le pack opening. De toute façon, j'ai dit que je ferai pas de stream gaming jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas le temps, de toute façon. Et je préfère faire des lives nocturnes où on discute. Je préfère. Un bon gros caca, ce jeu, et on passe notre temps dessus. Mais moi, je prends du plaisir à jouer à FIFA. Est-ce que c'est un jeu de merde? Oui. Est-ce que la communauté est atroce? Oui, aussi. Mais je prends du plaisir à jouer à FIFA, moi. J'aime bien. Voilà, je me fais un petit match par-ci par-là, je fais mes rivals. J'aime bien. On kiffe aussi. T'es vraiment un gauchiste puisque t'es en FIFA. Ah, je jette rien, moi. J'ai mes fodeurs en doublon, c'est du compost. Non, non, mais la mode carrière sur FIFA, c'est une horreur. Après, si vous y prenez du plaisir, tant mieux pour vous. Mais le mode carrière sur FIFA, jamais de la vie. Il est buggé comme pas possible, il est débile. Jouer contre l'IA, c'est une horreur. Or, Club Pro, c'est abusé ce que tu prends comme banger aussi. Bon, Club Pro aussi, hein. Les fodeurs dans le pack renfort arrière. Bah oui, j'en ai fait 50. Mais j'ai arrêté, là. J'ai arrêté, parce que c'est de la merde, ce truc-là. Tu viens? Viens ici. Viens dire bonjour. Bonjour. Ah, elle ne reste pas, malheureusement. Tu joues à d'autres jeux en ce moment. Je joue à Counter avec des copains et je suis nul à Counter et c'est à peu près tout. Je cherche un jeu là auquel jouer. Je sais pas encore. J'ai raté la promo Cyberpunk. Je me suis dit ce serait le bon moment de faire Cyberpunk. Il faut que je finisse Baldur's Gate. Pas fini Baldur's Gate. J'ai joué à Inscription là récemment. C'est vachement bien d'ailleurs. Faut que je finisse Inscription. Et qu'est-ce qui m'attend? J'avais WRC mais ça m'a un peu saoulé vite. City Skylines c'est pas un bon jeu. Et je cherche un jeu là. Non, Inscription, c'est trop bien. Et moi, je suis un Yankee des jeux avec des cartes. J'avais adoré Slay the Spire, j'avais adoré Monster Train. Les jeux avec des cartes, j'adore. Pourquoi pas City Skylines? Parce que City Skylines, c'est un jeu qui est pas fini. C'est une bêta. C'est pas un bon jeu. Voilà. Non, Marvel Snap, c'est trop... j'aime pas le... Déjà, j'aime pas Marvel. Donc ça... Hearthstone, j'ai essayé il y a bien longtemps, mais j'aime pas le modèle économique. TFT, non, je touche pas à ça. The Finals, j'ai pas testé, mais on m'a dit que c'était pas mal. On m'a dit que c'était pas mal, The Finals. Ah ben je l'ai attendu, CS2, mais quand ce sera un bon jeu, j'y rejouerai. Mais pour l'instant, c'est pas un bon jeu. Shadow of War, je connais pas Shadow of War. Il y a une réédition de Baton Kaitos. On m'a acheté Tactic Ogre aussi, faut que je le lance, mais j'arrive pas à me mettre dedans là.
Non, Overwatch, je déteste. J'ai détesté Overwatch. J'aime pas le genre, ouais. TFT, ça me saoule. J'aime pas l'univers, j'aime pas le genre. Ah oui, je sais ce que tu dis, Thibaut Yolo. C'était le truc avec les familles, là. Mais ça me tentait pas trop, ça. Pony Island. Pony Island, je connais pas. Europa Universalis. Alors, le problème de Europa Universalis, c'est comme tous les jeux paradoxes. C'est-à-dire que si j'étais au chômage et que j'avais pas monté une boîte, oui, bien sûr. Comme Crusader Kings. J'adorerais faire des parties sur Crusader Kings avec mes copains qui font ça en réseau sur CK2. Mais je sais comment ça finit, ces trucs-là. Ça finit à 7h du matin, oups, il fait jour, et après, t'as envie de mourir. À Tape to Tape, je crois que ça me dit quelque chose. Tape to Tape, je crois que j'ai déjà joué. Je joue que sur PC. J'ai une PS5, mais je m'en sers quasiment pas. C'est pas mon meilleur achat, la PS5. Hein. Je vous avoue. Pas hyper content. Alors après, si GTA 6 sort sur console avant de sortir sur PC, je serais très content de l'avoir. Mais voilà. Euro Truck Simulator. Non, mais si j'avais le temps, je ferais plus de gaming. Si je pouvais stream 4 ou 5 fois par semaine, je pense que c'est ce que je ferais. Mais ah, j'imagine que Zach a terminé son live là. Je vois que ça remonte. Ah bah non, il n'a pas fini. Si, il a terminé. C'est pour ça que vous êtes nombreux. Il y en a plein qui arrivent de chez Zach là. Je vois. Mais on parle plus de foot là. Je suis désolé. On parle plus de foot. On a fini le foot. Terminé. Et de toute façon, on va pas tarder à couper ici aussi parce qu'il est bientôt 2h du matin. Je vous vois, hein, je vous vois. Je vous ai vu là. On est passé de 320 à 450. Un FM à la cool. FM l'an prochain, je referai peut-être des streams dessus parce que c'était marrant la carrière au chômage. Mais tout ça est aussi fonction du temps que j'ai parce que FM, si je stream pas 2 ou 3 fois par semaine, ça vaut pas le coup. Une partie c'est tellement long qu'il faut avoir du temps à investir dedans. Et du temps, j'en ai peu là. Déjà, faire un live nocturne par semaine plus le débrief, ça me prend beaucoup de temps en réalité. Du temps que j'ai pas trop parce que bah y a une boîte qui tourne à côté. Et le débrief, c'est souvent des horaires de merde aussi. Donc si j'avais plus de temps, je ferais plus de trucs. Les quiz, il y en aura moins parce que les quiz, c'est beaucoup de taf aussi. Je vais essayer de faire du contenu vélo, mais c'est plus compliqué aussi. J'essaye de faire mon max pour entretenir un petit peu tout ce qu'il y a sur Twitch et compagnie. Mais c'est compliqué parce que j'ai 32 piges en fait, hein, les enfants. Et je suis pas streamer pro. Donc à la fois, il y a des choses à faire de l'autre côté. Et de l'autre, j'ai pas la même énergie que quand j'avais 22 piges. Hein. Déjà, streamer jusqu'à 2h du matin, c'est plus de mon âge, les enfants. Hein. Stacklands. Ah, Stacklands, ça a l'air cool ça. C'est le truc avec les histoires, non? C'est ça? C'est ça, Stackland, c'est le truc où il faut raconter des histoires avec des cartes, ça a l'air trop cool ça. Non, c'est pas ça, rien à voir, je confonds. C'est comment il s'appelle ce jeu là, avec les cartes ou qui raconte une histoire? Vous le connaissez forcément, Domi il y jouait il y a pas longtemps. Stacklands. J'ai vu Stacklands, ça avait l'air marrant. Storyteller, pardon. Alors, j'ai pas vu les streams de Ken Bogart parce que c'est à des horaires un peu chelous, mais je trouve trop bien ce qu'il fait, ces streams au Japon là. Je trouve ça trop cool. Et Ken, on a déjà discuté avec Ken, on a déjà fait un call avec mon associé et Ken Bogart, parce que c'est quelqu'un dont j'adore la ligne éditoriale, parce qu'il y a du vélo et des trucs Nintendo, et c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien bosser à un moment donné, avec des marques, ça a été évoqué à un moment donné, parce que je trouve que son contenu vélo est trop cool, qu'il a une audience qui est hyper intéressante à travailler pour des marques, parce qu'il a une audience de débutants et de gens qui pratiquent pas forcément le vélo, et il a une approche hyper pédagogique sur ça, hyper accessible, et moi j'adorerais pouvoir bosser avec lui sur des sujets vélo, et il le sait, ça a été dit. Ah, je rentre du bar et SB29. Bah oui, rentrer du bar à 2h quand on est brestois, c'est tôt encore. Hein. Je fais un Zach en roue libre. Les gars, vous avez vu les invités chez Zach? Vous êtes gentils, hein? Vous êtes très gentils de me dire fais un Zach en roue libre. Mais Zach en roue libre, il y a Didier Drogba. Donc sérieux, Charlie, il est gentil, mais c'est pas Didier Drogba. Donc tranquille. Hein? Envoyez-moi sur d'autres chaînes un peu plus tranquilles où il y a des créateurs de petite taille. Mais un jour peut-être, Zach en roue libre. Hein. Mais c'est pas tout de suite, les enfants. Hein. Tu t'assois à la table de Didier Drogba. Bah, c'est vrai que niveau palmarès, c'est à peu près similaire. Voilà. À nous deux, on a quand même une saison entière à l'OM, donc c'est pas mal. Qui es-tu, Charlie? Quel était ton parcours scolaire? Écoutez, le jour où où la boîte aura fait 1 million de chiffre d'affaires, peut-être que ça sera intéressant d'en parler. Comment il a pété sur Twitch, Zach? Mais Zach, il a pété sur les réseaux quand il avait 16 piges, quand il jouait à Call of Duty. Ça fait 10 ans qu'il est sur les réseaux, Zach. Il a pas commencé sur Twitch, il a commencé sur Dailymotion, je crois. Donc c'est un parcours de longue haleine. C'est dur de durer hein, dans ce milieu. Hein.
C'est hyper dur, hein. Les gens qui étaient là il y a 10 ans et qui sont encore là aujourd'hui, il n'y en a pas 1000. Hein. Donc, grand respect à Zach pour avoir réussi à se renouveler, à trouver de nouveaux trucs, à développer de nouveaux formats. Parce que refaites l'inventaire de tous ceux qui étaient déjà des gros streamers il y a 10 ans et qui sont encore là aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus en route. Hein. Plus que 10 ans. Bah, c'était quand il avait 16 ans. Et quel âge, Zach? Il a 27, non? 28? 27, 28? Il fait plus de 10 ans, ouais. Ah, c'est ça, donc ça fait 12 ans. Quand il a pissé ça par sa fenêtre en live. Il y a des dossiers, hein, Zach. Il y a des dossiers. Ah non, mais je trouve ça admirable. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les streamers qui développent des communautés qui sont centrées autour de eux et pas autour d'un truc dans lequel ils sont forts ou d'un domaine en particulier. C'est pour ça, moi, quand je vous dis les audiences du débrief OL, c'est cool, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont là sur le live nocturne. Parce que demain, si j'arrête le débrief, il restera quoi? Donc moi, c'est ça. Et du coup, il y a plein de streamers qui étaient mono-tâches, notamment des streamers Fortnite ou quoi que ce soit, et qui, à partir du moment où ils ont fait autre chose, leur communauté n'a pas suivi. Et Zach, pour le coup, il a commencé sur Call of Duty, ensuite il a fait d'autres trucs, il fait du foot, il fait du talk, il fait des émissions, il fait des podcasts OL. Donc en fait, il a plein de casquettes différentes qui correspondent à plein de gens, avec des audiences qui sont soudées autour de ce qu'il fait lui et de sa personnalité. Et c'est vachement dur, je pense, de sortir d'un truc que tu fais bien et de réussir à s'ouvrir. Parce que quand t'as un truc qui fonctionne, c'est difficile de sortir de ce truc-là qui fonctionne. Moi, la facilité pour moi, ce serait de faire que les débriefs OL, ce serait une fois par semaine, vous êtes là, vous êtes 2000, c'est cool, je fais 2000 viewers. D'ailleurs, c'est vachement mieux pour les marques, hein, parce que la plupart des marques, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent le nombre de viewers moyens, elles te font des offres en fonction de ça. Donc littéralement, quand je fais des lives nocturnes à 400 viewers, ça fait baisser la moyenne, c'est pas bon pour les stats, mais j'en ai rien à foutre, parce que pour le coup, j'en vis pas de Twitch, donc je m'en fous. Mais les audiences qui sont fidèles au streamer, et le streamer peut les emmener sur n'importe quoi et ils suivent, là, t'es le roi du monde. Là, c'est génial. Et pour le coup, moi, quand je vois que vous êtes 400 sur des lives nocturnes, ou quand je fais n'importe quoi, un Motus, à Noël, vous êtes 400 aussi, bah c'est ces 400-là qui comptent, c'est ces 400, 500 qui comptent. Parce que le débrief OL, c'est trop bien, c'est trop cool, mais c'est un one-shot. Il y a plein de gens qui regardent ça parce que c'est le débrief OL, mais qui ne regarderaient pas ce que je fais si je fais du Euro Truck Simulator, quoi. Typiquement, Domingo, il a ça aussi. Ouais, bah Domi, c'est pareil. Domi, là, mais... Et alors, le plus fort là-dessus, c'est peut-être Kamel, pour le coup. Kamel, il a quand même créé un empire à partir du stream. Donc aujourd'hui, c'est fou. Donc, et toi, il a plusieurs contenus différents. Ouais, il y a plein de gens qui s'adhèrent autour de ce qu'ils font. Moi, je trouve ça génial d'avoir des gens qui ont une communauté. Genre les gens qui font la team du lundi, là, ils font n'importe quoi, il y a des gens qui regardent. C'est trop bien. C'est trop bien. Trop cool. Qu'est-ce que Smash de l'étoile, c'est mon bonheur. Mais c'est hyper dur de souder une audience autour de soi-même. Enfin, un peu culte de la personnalité là, mais moi je me souviens très bien quand j'ai commencé les débriefs, quand j'ai commencé à faire du FM. Au début sur FM, il y avait 250 viewers et je me souviens très bien, à un moment où je faisais du FM ça marchait pas trop mal. Il y avait 200 viewers, les gens s'abonnaient, c'était cool. Je faisais quasiment que du FM, je faisais pas les débriefs à l'époque. Et à un moment donné, j'ai lancé un stream Faster Than Light. Et il y avait 30 viewers. Et je me suis dit, waouh, ça fait mal quand même. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais pas du FM, les gens s'en battent les couilles. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour que les gens restent sur d'autres trucs. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, le différentiel est à peu près pareil. Les débriefs, il y a 2000 personnes. Faire un live nocturne, il y a 400. Mais 400, c'est trop cool. C'est trop bien. Donc c'est long. C'est quoi tes conseils pour ceux qui veulent se lancer sur Twitch? Comment fidéliser ses viewers? Bah déjà, il faut en avoir. C'est hyper dur. C'est hyper dur d'avoir des viewers sur Twitch. Moi, je partais avec 50 000 followers sur Twitter, donc il y avait une base qui était facile à exploiter au départ. Encore facile, c'est vite dit. Il y a deux choses. Déjà, faites un truc cohérent. C'est le principe d'être soit un petit poisson dans une petite mare, soit un gros poisson dans une grosse mare. Si vous êtes un petit poisson dans une grosse mare, ça va pas marcher. Si vous vous lancez, vous voulez faire du TFT ou du LOL, vous n'allez pas y arriver. Après, c'est de la régularité, de la récurrence et du sérieux en vrai. Parce que les gens, moi j'aime pas le discours de certains créateurs de contenu, on va dire, qui basculent sur Twitch parce que c'est plus simple. En vrai, c'est pas plus simple Twitch, c'est pas vrai. Parce que ça demande un talent différent et un taf différent d'occuper une audience, de parler, de faire des choses qui intéressent les gens et compagnie. Vous avez plein de gens qui sont sur YouTube, plein de gens qui sont sur Instagram ou sur Twitter, qui se lancent sur Twitch et ça ne fonctionne pas parce qu'ils arrivent à la ZUB avec une caméra de merde, un son pourri, ils préparent pas leur truc et ils animent pas le chat. Je vous dis pas que je suis hyper fort là-dedans, mais ça se travaille et il faut tâtonner. Il y a des contenus que j'ai fait qui marchaient pas, il y a des contenus que j'ai fait qui marchaient un peu mieux et ça prend énormément de temps. Il faut être sérieux, il faut amener une récurrence et il faut surtout se construire une audience sur Twitch
Parce que les audiences YouTube et les audiences Twitter, elles viennent pas sur Twitch. Elles viennent petit à petit sur Twitch. Comprendre le produit marketing et les ressources qu'on a en gros. Il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Déjà, il faut partir. Si tu pars de zéro, c'est impossible Twitch. C'est impossible. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les réseaux, ils sont pas égaux dans ce qu'on va appeler la découvrabilité. C'est-à-dire à quel point les algos vont te pousser alors que t'es personne. La plupart des algos, notamment Twitter et Twitch, te poussent si t'es déjà quelqu'un. Donc en fait, ils vont servir de nitro, mais ils vont pas te tendre la main. YouTube, si vous lancez une vidéo sur YouTube et que le contenu est de qualité, YouTube va le proposer à droite à gauche. Moi, j'ai souvent sur YouTube des vidéos à 40, 50, 100, 300 vues sur des thématiques qui m'intéressent. Et si ce contenu-là, il est cliqué, YouTube va le propulser. Donc c'est possible d'avoir 2000 abonnés sur YouTube et d'avoir des vidéos qui font 10 ou 15 000 vues. Sur YouTube, moi j'ai 10 000 abonnés, mais même quand j'en avais 2000, les vidéos elles faisaient 5 000, 6 000, 7 000, parce que YouTube rend découvrables des contenus qui ne le sont pas forcément. TikTok, c'est pareil. TikTok, vous allez avoir une chance. Même si vous êtes personne, le contenu va être poussé, et s'il fonctionne, s'il intéresse les gens, il va être poussé plus loin que votre nombre de followers. Twitch, c'est l'inverse. Twitch, si les gens sont pas là, vous allez avoir quasiment aucune chance d'être vu. Un stream à 10 viewers, vous n'allez pas l'avoir dans vos suggestions. Vous allez avoir des streams à 100, à 200, à 300. Si vous regardez la barre à gauche sur Twitch, là, vous avez les gens que vous suivez qui sont du coup par là, là, et en bas, vous avez les streams suggérés. C'est jamais des streams qui sont à 10 viewers. Donc ça, en fait, il faut bien comprendre que se lancer sur Twitch à partir de zéro et uniquement sur Twitch, c'est peine perdue, vous n'y arriverez pas. Se lancer sur Twitch sur un sujet particulier, un petit peu différent, et développer une stratégie qui vous permet d'être visible sur, je sais pas, TikTok, YouTube, Twitter, ça peut marcher, mais il n'y a aucune garantie que ça marche. C'est hyper dur de percer à proprement dire, même quand on part avec une grosse base. Moi, ça a pris 3 ans pour que j'arrive à des audiences qui sont intéressantes, et ça a pris beaucoup de tâtonnements. Rappelez-vous, le débrief avant c'était des spaces, puis les spaces c'était sur Twitter, c'était un peu à l'arrache, l'environnement graphique il était pourrave, et pour que ça se stabilise, pour que je trouve à un moment donné un truc qui fonctionne, ça a pris 3 ans, et on n'a pas tous 3 ans à investir là-dedans. Si j'avais pas été au chômage et que j'avais dû bosser à côté, ça aurait pas été possible. Maintenant, Twitch est hyper sévère dans la découvrabilité. Donc si vous voulez percer sur un réseau, faut pas choisir Twitch. Et moi, je partais d'une base sur Twitter qui était suffisante pour pas partir de zéro. Parce que le plus dur sur Twitch, c'est de faire 10 viewers. À partir où vous avez 10-15 viewers réguliers, vous avez pas fait le plus dur. Mais vous pouvez travailler ça, quoi. Et quand vous êtes à 100, c'est beaucoup plus facile de faire 100 jusqu'à 1000 que de faire 0 à 10. Hein. Comment t'as percé sur Twitter ? J'étais là en premier. Ça aide, hein. J'étais là en premier, et pareil, Twitter, j'étais là en 2010. Petit compte jusqu'à, je sais pas, 2012, 2013, 2014. J'ai commencé à parler d'OL à un moment donné, de façon intensive. Et il y a une sphère OL qui s'est construite. Et comme j'étais parmi les comptes là avant tout le monde, bah, ça s'est soudé autour de moi et des gens qui étaient là sur place. Mais le vrai décollage sur Twitter, c'est 2015, quand ça devient vraiment un support de discussion sportive. Mais en vrai, Twitter, c'est que de la chatte. Hein. C'est juste que j'étais là avant. Hein. C'est tout. C'était comment il y a Twitter 10-12 ans ? C'était une cour de récré. Il n'y avait pas les retweets. On retweetait à la main. On copiait le tweet et on mettait RT avec hâte. Les retweets n'existaient pas, les RT citations non plus. Les likes étaient des faves, c'était une petite étoile. C'était le bordel. Il n'y avait pas de modération, quasiment pas. Les gens faisaient des blagues H24, on se draguait ouvertement sur Twitter. C'était une vraie cour de récré. J'ai l'impression que personne regardait de toute façon. Donc, moi, il y a 3 ans de tweets qui ont été supprimés parce que c'était vraiment... Bon, c'était rigolo, hein. Il y en a quelques-uns qui restent où on voit des gros caca en majuscules postés à 2h du matin, hein, mais c'était pas forcément mieux. Les gens disent c'était mieux, non, c'était pas mieux. Il y a beaucoup de harcèlement, beaucoup de trucs pas très cool. Au moins, il y avait moins d'extrême droite, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de pub, effectivement. Il y avait beaucoup moins de marques. Les marques étaient plus sympas. Et il n'y avait pas d'algorithme, surtout. Donc, tu suivais des gens, tu voyais ce que tu suivais, et c'est tout. Il n'y avait pas de pour toi, il n'y avait pas de bordel. Il y avait beaucoup moins de toxicité de manière généralisée. Il y en avait quand même. Mais c'était beaucoup moins violent que ce qu'il y a aujourd'hui. Et surtout, il n'y avait pas toutes les polémiques de merde de les extraits de CNews et compagnie. Ça n'existait pas. Ça a mis énormément de temps avant qu'on puisse poster des images sur Twitter. Avant, on ne pouvait pas poster d'images sur Twitter. Il y avait un site qui s'appelait TweetPic. Et on postait des liens vers TweetPic, qui était notre galerie Twitter. Et les vidéos sont arrivées extrêmement tardivement sur Twitter. Je crois qu'elles sont arrivées en 2014, 2015, peut-être même plus tard encore. Hein.
Donc il n'y avait pas beaucoup de médias, c'était juste du texte au début. Vous pouvez pas mettre de photos, pas mettre de vidéos. Je pense à Morgan Schneiderlin. Moi aussi j'y pense, toujours. Non, je suis pas du tout la CAN. Je suis pas le foot international. Je regarde de loin parce que je vois des gens qui sont excités dessus, donc je vois à peu près les scores, mais je regarde pas du tout. Faut absolument convaincre les mecs du late cycling à quitter ce truc horrible que sont les space Twitter, mais au moins ils réfléchissent comme des petits vieux et pas se bouger. J'avais parlé avec Antoine, hein. On avait fait un call ensemble et je lui avais dit que le meilleur support, à mon sens, c'était les space Twitter dans un premier temps, puis Twitch ensuite. Voilà, donc on avait déjà parlé avec Antoine sur ça. Au début, il voulait qu'on le fasse ensemble et je lui ai dit que j'avais pas le temps. Mais c'est vrai, j'ai pas le temps. TweetDeck, ça fonctionne encore, hein. De ce que tu décris, l'UX avait l'air horrible. Bah, en fait, elle était pas horrible, c'est juste que les standards de 2011-2012 en termes d'UX étaient assez bas, hein. Donc c'est pas catastrophique, c'est juste qu'à l'époque, l'UX c'était pas un sujet, hein. Fallait qu'un truc soit fonctionnel et basta, hein. C'est tout. C'est tout. Ah oui, on est dans les derniers jours d'HelloFresh là. Encore 5 jours pour aller grailler avec un code promo. Merci le Pain de Zach Nani, très très bon pseudo, on l'a déjà dit. C'est quoi la commu française la plus présente sur Twitter? Bah, c'est l'OM. Sans aucune contestation, c'est l'OM. Les supporters de l'OM sont 10 fois plus nombreux que les autres sur les réseaux. En France en tout cas, hein. En France. Les supporters tunisiens ont lancé à Space à 20h, ils sont encore en Space à débrief de la défaite d'Anizi, t'as encore du chemin pour les concurrencer. Oui, puis c'est tunisien ça m'étonne pas. C'est devenu une légende, les Space des Tunisiens, visiblement. Je connais pas le lore autour des Space des Tunisiens. Mais on m'a expliqué que les Space des Tunisiens sur Twitter étaient un truc assez incroyable. TweetDeck, il y a un plugin sur GitHub pour l'avoir gratuitement. Ouais, je l'ai téléchargé, ouais. Jamais j'ai pigé l'utilité d'un TweetDeck. TweetDeck, ça a une utilité quand t'as plusieurs comptes. C'est mon cas. Et moi, j'aime bien avoir le truc qui défile tout seul. C'est pas absolument indispensable, il y a plein de gens qui s'en servent pas. Mais moi, j'ai toujours trouvé une vraie utilité à ça. Bravo, bravo, Yous. Ils sont tous nuls, les supporters de l'OM. Ouais, surtout le mec qui débriefe là, les matchs sur Twitch, là. Avec les cheveux longs, là. Lui, il est vraiment nul, hein, pour le coup. Vraiment un chien. TweetDeck, c'est bien quand t'as une utilisation pro. Quand t'as une utilisation intensive, ouais. T'as un compte incognito. Oui, j'ai un compte incognito, tout à fait. Qui me sert à stalker les gros sacs à merde qui disent des saloperies sur ma gueule. Histoire de pouvoir un jour peut-être aller porter plainte. C'est Gendouzi avec les cheveux longs. J'ai un compte anti-trottinette aussi, qui s'appelle FDP Trottinette. J'ai un compte cyclisme, mais qui est laissé à l'abandon, qui s'appelle La Grosse Boucle, auquel j'ai pu toucher avec les copains dessus depuis longtemps. Voilà, qu'est-ce que j'avais comme compte dessus? J'avais un compte poubelle aussi, qui servait à spammer, qui s'appelle Serious Poubelle, mais il n'y a rien dessus. Oui, oui, c'est moi, FDP Trottinette, ouais. C'est moi. T'avais le call à 2h30, on y arrive. J'ai dit on finira pas à 2h30, il est 2h04. T'es prêt à récupérer l'horrible joueur qui est devenu Spinazzola? Il y a des rumeurs Spinazzola à Marseille? Ils sont plus trop incognito les comptes là. Bah, le compte incognito, vous l'avez pas, hein. En vrai, vous pouvez le trouver facilement, mais il est privé, donc ça sert à rien. Spinazzola, c'est une sacrée pastèque, hein. La grosse boucle, c'est comme la grande boucle, mais en moins grand. Ouais, c'est ça, ouais. FDP Guingampé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Guingampés? Ils ont rien fait. J'ai du mal à y croire, Spinazzola. Par instinct, comme ça. Je trouve ça un peu bizarre comme rumeur. Bon, après, bon. Pas trop suivi le mercato de l'OM, là. Je viens de voir l'engagement de GIF, c'est un malade mental. Ah, mais ça a l'air d'être un sacré gogol, hein. Mais moi, j'adore les attaquants gogol. J'ai toujours eu une affection immense pour la saison de Mariano Diaz. Des attaquants complètement cons qui envoient des patates alors qu'il n'y a aucune raison d'envoyer des patates, j'adore. Prochaine recrue, le 6 de Genk. J'ai du mal à y croire, dit-il après avoir recruté Gift Orban en étant relégable de Ligue 1. Oui, mais nous, c'est des magouilles, là. On pille la Belgique. On est en train d'annexer la Belgique comme si on était... j'ai pas de référence historique, je suis désolé. Comme si on était dans le Crusader Kings. Voilà, c'est mieux, parce que sinon j'allais sur un terrain un peu plus glissant, là. La vibe Mariano Diaz, les frappes de 30 mètres sans aucune raison. Ah non, mais Mariano Diaz, c'était... Mariano Diaz, il avait un truc... Moi, j'ai jamais ressenti ce mélange de pétage de plomb sur Ababut. Mariano, je n'ai jamais vu un joueur dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais qui avait une capacité à décocher une frappe débile à 25 mètres. Et au moment où il frappe, tu dis, mais putain, mais... Et il y a but. Et donc en fait, t'es là genre... Vas-y, casse les couilles.
Mariano Diaz, il y avait un côté totalement irrationnel il arme une frappe pourrie à 30 mètres, le machin part avec un double rebond et ça part petit filet. Donc en fait, la frappe est même pas puissante, donc t'as le temps de l'insulter avant que la frappe rentre dans le but. C'était extraordinaire, Mariano Diaz. Il y a eu combien de buts sur sa saison où il en met 27 là, où il met des frappes saucisses et pour une raison qu'on comprend pas, ça rentre. Vraiment, on dirait un bug FIFA le mec. Et j'ai jamais eu un seul joueur. Des joueurs qui font n'importe quoi et qui marquent une fois dans la saison sur un malentendu, il y en a eu. Rachid Ghazal, on te salue. Mais des joueurs comme ça, où toute la saison ils font n'importe quoi, ils finissent à 27 buts, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Bouraki Ilmaz. Oh, vous êtes dur quand même. Il est quand même vachement moins con que Mariano Diaz. Mariano Diaz, c'est un ahuri quand même. Le mec a fait une saison dans sa carrière. Une saison. C'est le Patrick Hernandez du foot, Mariano Diaz. Il a fait une saison, il a graillé toute sa carrière sur cette saison-là. Il est arrivé à Lyon, il a mis 27 buts, il est retourné au Real, il a dit c'est bon, j'ai fait ma carrière, born to be alive pendant 40 ans, c'est bon, pas de problème. Patrick Hernandez, Mariano Diaz. Attends, merci pour cette saison. Ah bah on a bien rigolé, hein. Et puis il a eu le 7 au Real, ouais. Il a pris le 7 de Ronaldo. Vous imaginez dans l'histoire des 7 du Real Madrid, là? C'est comme les numéros 10 de l'équipe de France, là. Ça, c'est le point d'interrogation est monumental, quand même. Ah oui, le coup franc de Bouraki Ilmaz, je me souviens exactement où j'étais. J'étais en Bourgogne et j'allais prendre ma douche. Et je l'ai vu en direct et j'ai fait, eh, vas-y, c'est bon. Diaz, il a pris une saison pour dire qu'il a vraiment été pro. Mais c'est ça, il arrive à Lyon, il a 23 piges, si je dis pas de bêtises, voire 24. Il vient de 3ème division, je crois. Il joue à la réserve du Real qui joue en 3ème division. Il arrive pour 8 patates. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette pastèque? Il met 27 buts, il repart pour 30. Bon deal, hein. Plus jamais rien fait. Depay avait ce côté-là. Oui, mais Depay, Depay, c'était vachement moins gogol, ces tentatives. Mariano Diaz, il y avait vraiment un côté abruti, quand même. Il y avait un côté club pro FIFA où tout le monde fait « Oh !» Depay, il y a eu des côtés un peu individualistes, mais pour le coup, à chaque fois qu'il tirait, il marquait, lui. Donc, ce serait une question parfaite pour un quiz foot. Entre Ronaldo et Vinicius, un joueur a porté le 7 du Real pendant 2 saisons. Qui est-il? C'est une très bonne question de quiz, ça. C'est une question de quiz de chez Zach, ça. Là, je sais pas quand est-ce que c'est le prochain quiz de chez Zach. Je sais pas quand est-ce que c'est. Mais sachez que j'ai été cordialement invité à une prochaine pour me ridiculiser devant Elton Mokolo ou un truc comme ça. Hein. Non mais Depay, ça n'a rien à voir. Depay et Diaz, ça n'a rien à voir. C'est pas le même joueur. Déjà, Depay, il a des pieds, alors que Mariano Diaz, c'était quand même à prouver. Voilà. Elton qui nous sortait Sébastien Faure, je rappelle. Mais Elton... Je me rappelle que Domi, il a sorti qui? Valverde? Le gardien, là, Mathieu Valverde? Comme ça? Et après, on va nous faire croire qu'il n'avait pas les réponses? Faudrait être meilleur que dans LZ. Je vous rappelle qu'on a gagné dans LZ. On a roulé sur Hugo et Zach avec Yanis. On les a tartés. Donc, je vous vois les médisants, là, Sakion. Vous l'auriez trouvé, vous, Mwemba? Non, je ne crois pas. Voilà. Islam Slimani. Putain, j'avais oublié son existence à Islam Slimani. Cela dit, ce jeu était vachement marrant. Il fallait citer des joueurs... C'était quoi la question? Des joueurs de l'effectif de je sais plus quelle année, et Domingo, il a sorti Mathieu Valverde. Je sais plus qu'est-ce que c'était la question. C'est le premier quiz de Zach, ça. Qu'est-ce qui a le plus marqué l'OL? Pedretti ou Mariano? Bah Mariano. Pedretti, il est passé comme un fantôme. Mbemba lui-même aurait pas trouvé son nom. Ah bah vous me dites un milieu de terrain de l'OL après 2010 nul, c'est le premier auquel je pense. Ah c'était ça, effectif OL 2013. Et t'as Mokolo qui sort, Elton Mokolo qui te sort Sébastien Faure. Et Domingo qui te sort Mathieu Valverde. Et tu dis bon les gars, il y a du niveau quand même. Mbemba, coup franc sur la barre contre le PSG, hein, non déplace. Crossas c'est avant 2010. Crossas ça doit être 2007, 2008. Marc Crossas. Quelle saison, Marc Rossas? Marc Rossas, 2008. Marc Rossas. 6 mois. Milieu nul. Non, pour moi, Dani... Qu'est-ce que quelqu'un peut mettre un time-out à un roman pas de râle? Milieu nul, je pense à Malbranck. C'est très grave, hein.
Ça, c'est passible de ban, monsieur. Hein. On est sur une safe space pour Steve Malbranck ici. Oui, j'ai vu que Bertrand Traoré marquait à la CAN, oui, effectivement. Ah, Fitano a jamais joué à l'OL, non. Jamais. Jamais. Dieu nous en garde. Ndombele, la barre du Parc des Princes, on s'en souvient, elle tremble encore, effectivement. Bon, les loulous, vous êtes 340, c'est bien, ça me fait très plaisir. Merci Poquentas pour le Prime, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. J'ai oublié de te remercier tout à l'heure. Gaël Danick, sacré recrutement quand même. Hein. Quand même pas oublier les saucisses avec lesquelles a composé Rémi Garde. Hein. Quand même gagné un titre avec des saucisses pareilles. Alors Danick était pas là, mais... Malbranck qui avait roulé sur l'OM dans le Vel en travaux. Non, et Malbranck, les 6 mois du retour de Malbranck, il a sa place en équipe de France. Et c'est mon regret, c'est que Malbranck n'ait pas été convoqué en équipe de France, alors que les 6 premiers mois de son retour à l'OL, c'est un monstre. Un monstre absolu. Vraiment, hein, le niveau de Steve Malbranck pendant 6 mois à l'OL à son retour, là, c'est dans les rêves, quoi. Je persiste, je le dis, je le redis. Steve Malbranck, les 6 premiers mois de son retour à l'OL, c'est équipe de France. Mérite l'équipe de France. Voilà, c'est tout. Aïe, attendez. Sébastien Faure joue encore, il en N3. C'était lui qui jouait à Glasgow, non? Enfin, il jouait. Qui était allé à Glasgow avec Le Guen, non? Si je dis pas de bêtises. Je confonds. Non, parce que là, j'ai tapé Sébastien Faure, c'est militant anarchiste français de 1858, c'est pas lui. Ouais, c'est ça, c'est lui qui était parti à Rangers avec... Sous Le Guen, non? Non? Attendez. Est-ce que je raconte pas un peu n'importe quoi, là? Paul Le Guen. Non, Glasgow Rangers, c'était bien... Qui il a emmené avec lui sur les Glasgow Rangers? Glasgow Rangers en 2007. Pour moi, Paul Le Guen emmène un joueur avec lui. Mais c'est qui? C'est Jérémy Clément? Lionel Letizy. Ouah, Ouah, l'effectif des Rangers en 2006-2007. Non, faut que vous voyez ça, les gars. Je sais pas pourquoi. Il est... Enfin, t'en penses quoi de ta carrière, tu vois? Il est 2h13, je suis en train de regarder l'effectif des Rangers 2006-2003. Vous avez Jérémy Clément, vous avez Dado Perso, vous avez Lionel Letizy, José Carl Pierre Franfant, Julien Rodriguez. C'est incroyable. Et Chris Boyd, la légende Chris Boyd. Vous avez pas connu Chris Boyd, vous êtes trop jeune. Vous vous rappelez de Chris Boyd, là? Non? Vous vous rappelez pas? Une légende. Barry Ferguson, putain. Barry Ferguson. Oh, il y en a du beau nom, là. Hein. Mais dit Charlie Adam, je le vois pas, Charlie Adam. Ah si, il est là, Charlie Adam. C'était un bébé en plus, il avait 21 ans. Incroyable. McGregor encore là. Alan McGregor, non, bah non, il est plus là. Fini. Ah bah non, il est encore là. Incroyable. Effectivement, bien vu. Bolly Rangers, t'as connu? Non, j'ai pas connu. Nacho Novo, ça me dit quelque chose aussi, Nacho Novo. Bon, ça devait être une pépite FM alors, c'est clairement. On a connu Maxime Blanc et Enzo Real à l'OL, bien sûr, Maxime Blanc. Vous avez connu Xavier Chavalerin aussi à l'OL. Bon joueur d'ailleurs, Chavalerin. Maxime Blanc, putain. Johan Truchet aussi. A été convoqué en 2004 sans avoir de sélection. C'est super triste que Malbranck ait pas au moins une sélection parce que sa carrière le méritait quand même. Hein. On les a cités des vieux joueurs nuls. Bah, c'est le fameux tweet de la meuf sur Twitter qui dit: vous mettez des hommes autour d'une table et ils peuvent passer 3 heures à citer des joueurs de foot ou de n'importe quel sport sans s'arrêter. Bon, allez, on va couper là. Il est 2h15. Je vais me faire engueuler demain pour ma réunion. Mais c'était cool. Voilà. Je vais mettre le petit extrait YouTube sur YouTube avant d'aller dormir. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Non, c'est vendredi? Oui, c'est vendredi. Vendredi, Bergerac. Vendredi, 20h45. Donc on sera en débrief à 23h. Voilà. Bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie en raid. Chez qui? Chez qui je vous envoie en raid? Je vous envoie chez Kendra, écoutez. Hein, voilà. Je vous envoie chez Kendra Lissa. Allez, on va dormir maintenant. Bisous, à bientôt. Ciao.